L'homme a simplement mordu un monstre de niveau 5 à mort. Cela choque l'un des meilleurs combattants de l'humanité parce que le monstre que l'homme a tué n'a pas été tué en un seul coup. Au lieu de cela, son cou a été mordu et il est mort d'hémorragie. Connu dans le monde entier comme l'arme ultime de l'humanité, il a travaillé pendant 60 ans mais n'a jamais vu un utilisateur de capacité comme celui-ci. Vous devez comprendre, les monstres possèdent des capacités de récupération extrêmement fortes dans le sable jaune. À part leur couper la tête, ils sont pratiquement immortels. De plus, l'homme devant lui n'est qu'un utilisateur de capacité de niveau 1. De plus, dans ce monde, les conditions pour s'éveiller en tant qu'utilisateur de capacité sont extrêmement strictes. Ce n'est que lorsque le sang d'un monstre pénètre dans le corps humain qu'un humain a une chance extrêmement faible d'acquérir des capacités de monstre, et le niveau de capacité correspond au niveau du monstre. Donc les niveaux des utilisateurs de capacité sont fixes et ne peuvent pas évoluer. Avant de rencontrer un monstre de niveau 1 et d'éveiller mon pouvoir, j'étais juste un diplômé sans emploi vivant aux dépens de mes parents parce que je souffre de troubles paniques. Pendant 5 années consécutives, j'ai échoué à l'examen de la fonction publique. Malgré cela, ma petite mère m'a soutenu inconditionnellement, elle a consulté une voyante qui a dit que mes échecs à l'examen n'étaient pas dus à mon trouble panique, mais parce que mon père est mort sur la montagne que nous visitions souvent, son esprit bloquait mon chemin. Seulement en montant à la montagne pour verser du vin pour mon père et apaiser son âme, je pourrais réussir l'examen. Alors le lendemain, j'ai pris un bateau pour retourner dans ma vieille maison à la montagne. En ouvrant le portail familier de la cour, j'ai eu l'impression de revoir mon moi enfant. Et le comportement étrange de mon père ce jour-là, un visage tordu avec des yeux tremblants, sa bouche grande ouverte émettant des sons marmonnants et fragmentés. Debout à l'entrée de la pièce, ma crise de panique frappe à nouveau. Mon cœur ne cesse de souffrir et de faire mal. Je ne peux soulager l'inconfort qu'en respirant rapidement. Après m'être légèrement rétabli, je sors une bouteille de vin de mon sac à dos. Je verse le vin pour honorer mon père. Bien sûr, je ne crois pas que Père soit mort, mais mon trouble panique a commencé à cause de lui. Au cas où, je décide de prier le dieu de la montagne ici. Mais alors que je prie le dieu de la montagne, du sable jaune envahit soudainement les environs. Un sentiment de mauvais augure m'envahit. La montagne est-elle en feu? Je saisis rapidement mon sac à dos et descends la montagne en courant, essayant de m'éloigner de cette zone avant que quelque chose ne se produise. Après tout, la sécurité avant tout. Mais alors que je dévale la montagne en courant, les mots « sécurité avant tout » me surprennent soudainement. Je m'immobilise. Je regarde vers la source du bruit. Dans l'épais sable jaune, une silhouette étrange apparaît. Je fixe l'ombre avec une certaine confusion jusqu'à ce qu'elle se révèle complètement. C'est un monstre avec une tête mutilée, un ventre gonflé, tenant un bâton de bambou. Mes yeux s'écarquillent, pensant que je suis en train d'halluciner. Mais quand je rouvre les yeux, le monstre n'a pas disparu. Au contraire, il est plus proche de moi. Je réalise que quelque chose ne va pas et je bouge rapidement mes pieds, essayant de m'échapper. Mais l'instant suivant, un bâton de bambou transperce mon abdomen. Une douleur intense me fait tomber à genoux. Incroyable. Cela se passe vraiment? Vais-je vraiment mourir? Mais en pensant à ma petite mère douce, je reviens soudain à la réalité. Je ne peux pas mourir maintenant, j'ai des raisons de vivre. Serrant les dents et endurant la douleur, je me lève, mais le monstre s'enroule soudainement autour de mon corps, ses pattes serrant fermement ma taille et ouvre sa gueule ensanglanté à mon épaule. Des dents acérées transpercent mes vêtements jusqu'à ma chair. C'est une sensation de déchirement qui pénètre mon âme. À cet instant, il me semble entendre clairement le murmure fragmenté que mon père a fait ce jour-là. Juste 2 mots simples, mange-le, mais c'est un son démoniaque irrésistible. Cela me pousse instinctivement à mordre son cou. En un instant, le cou du monstre est déchiré. Le sang jaillit comme une fontaine, accompagné des cris agonisants du monstre. Ma conscience arrive à une scène étrange. Quand j'ouvre à nouveau les yeux, je trouve un homme et une femme accroupis devant moi. De plus, le monstre et le sable jaune ont tous deux disparu. Juste au moment où je me sens confus, l'homme à la chemise colorée s'avance et attrape ma main, me demandant avec insistance ce que j'ai vu. Je ne peux que répondre honnêtement. Quand j'étais sur le point de descendre la montagne, du sable jaune s'est soudainement répandu et un monstre est apparu qui a transpercé mon estomac. Après avoir dit cela, je vérifie rapidement mon ventre, seulement pour découvrir que mon abdomen clairement percé est maintenant parfaitement intact. Ko Deokmin et Yoon Jae-won échangent des regards. L'alerte au monstre d'hier s'est arrêtée juste après avoir commencé. Il pensait que c'était un dysfonctionnement, ne s'attendant jamais à ce que ce soit un monstre que j'ai tué. Mais Yoon Jae-won me regarde toujours avec confusion, car même si les humains sont contaminés par le sang de monstre et deviennent des utilisateurs de capacité, ils ne peuvent pas utiliser leur capacité immédiatement. Elle ne comprend pas comment j'ai fait, mais Ko Deokmin à côté d'elle semble indifférent. Il se dit que puisqu'ils ne peuvent pas comprendre maintenant, ils comprendront plus tard. Ce qui compte le plus, c'est que j'ai survécu à une rencontre avec un monstre, ce qui signifie que j'ai définitivement des capacités de monstre. Et aujourd'hui, se trouve être le jour de la formation des nouvelles recrues. Ko Deokmin passe joyeusement son bras autour de mon épaule, disant qu'il veut que j'y assiste. Dans un état de complète perplexité, je suis envoyé sur le site de formation des nouvelles recrues des fonctionnaires spéciaux. En regardant les expressions étranges de tout le monde à l'intérieur, je ne comprends pas vraiment pourquoi je suis ici. Juste à ce moment-là, le bruit de pas résonne de l'extérieur de la porte. Une femme en vêtements rouges avec des cheveux violets monte sur la plateforme. C'est Ryo Eunjin, la directrice de la ville de S, et l'officier commandant pour cette formation spéciale des fonctionnaires publics. Voyant que quelqu'un en charge est arrivé, je lève rapidement la main, disant que je pense être venu au mauvais endroit, mais la réponse de Ryo Eunjin me laisse figé de stupeur. Elle dit: selon le rapport de l'équipe de l'île de Gangwa, à partir d'aujourd'hui, je suis officiellement devenu un fonctionnaire public spécial. Et pour le personnel spécial du département de l'environnement, la chose la plus importante est la confidentialité. Que ce soit la famille, les proches ou quiconque, aucun détail ne doit être divulgué. Sinon, cela viole la loi sur la sécurité nationale et entraînera des sanctions légales. Juste à ce moment-là, une alarme retentit. Cela signifie qu'un monstre est apparu. Nous n'avons été en formation que depuis quelques minutes. La directrice Ryo Eunjin nous presse de monter la montagne, disant qu'elle veut profiter de cette occasion pour un entraînement pratique. À notre arrivée, nous trouvons un monstre de 3 mètres de haut cloué à un rocher par une épée. Je m'effondre immédiatement au sol de peur, les autres recrues sont également effrayées par cette scène. Cependant,
Ryo Eunjin annonce soudainement à haute voix que l'entraînement pratique commence maintenant. Bien que le monstre devant nous semble énorme, c'est le plus faible, car chaque fois qu'un monstre apparaît, il est accompagné de temps de sable jaune. La densité du sable est divisée en niveaux 1 à 10. Plus le niveau est élevé, plus le monstre est dangereux. En ce moment, l'alerte au sable n'est qu'au niveau 1. Pour nous rassurer davantage, elle désigne Kang Chana à côté d'elle et dit « Le manager Kang Chana a déjà planté une lame dans sa tête, le monstre ne peut pas bouger du tout. » Cela dit, elle nous dit d'utiliser nos capacités respectives pour combattre le monstre. Kang Chana me regarde dans la foule avec une certaine confusion, curieuse de savoir quelle capacité j'ai obtenue qui m'a permis de tuer un monstre dès que j'ai acquis mon pouvoir. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que je pense qu'ils doivent être fous. Me demander de combattre cette créature massive est ridicule. Juste faire face à sa présence déclenche ma crise de panique, mais cette attaque de panique est différente d'avant. Ma poitrine ne fait mal que brièvement avant que je ne ressente une faim anormale. De plus, un énorme monstre noir apparaît silencieusement derrière moi, posant une main sombre sur ma tête, il ouvre ses yeux jaunes et ne me dit qu'un mot « Dévore !» L'instant d'après, ma salive coule de manière incontrôlable. Mon esprit est rempli de l'envie de dévorer ce monstre. Soudain, une main me pousse, je reviens à moi. C'est Seon Woo-Eden, c'est le seul utilisateur de capacité de niveau 7 parmi les recrues, sa capacité est rupture. Il me demande si je pleure. De peur, mais je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Essuyant la bave de ma bouche, je lui réponds que j'ai juste un peu faim, cela me vaut un regard de mépris de sa part. La directrice Ryo Eunjin se tient en hauteur, rassemblant tout le monde. Avant la bataille, elle a quelques points importants à transmettre. Elle nous dit de faire attention au sable jaune épais autour de nous. C'est quelque chose que les monstres crachent. Plus le niveau du monstre est élevé, plus le sable qu'il produit est dense. Dans le sable jaune, les monstres possèdent des capacités de récupération extrêmement fortes. En parlant, elle sort un petit couteau. Elle se fait une entaille sur la paume. La blessure guérit rapidement à une vitesse étonnante. En d'autres termes, en tant qu'utilisateur de capacité, nous pouvons également acquérir des capacités de guérison dans le sable jaune, mais que ce soit utilisateur de capacité ou monstre, des blessures mortelles nous tueront toujours. Le plus important, c'est que nous, utilisateurs de capacité, ne pouvons utiliser nos pouvoirs que dans le sable jaune. Une fois que nous quittons le sable, nous ne sommes pas différents des gens ordinaires. Mais Eden considère que l'explication du directeur Ryu est un non-sens. Il mord secrètement sa lèvre, laissant le sable jaune pénétrer dans son corps par la blessure. Une force explose instantanément en lui, puis il met ses gants et active soudainement son pouvoir avec le bruit d'un claquement de doigts. La lame de fer plantée dans la tête du monstre se brise soudainement. Au moment où Kang Chana le remarque, elle crie immédiatement un avertissement. Au même moment, la rage accumulée du monstre libéré éclate complètement. Les deux poings s'écrasent au sol, utilisant les débris pour lancer une attaque. Voyant cela, Kang Chana veut avancer et l'arrêter, mais Ryo Eunjin l'en empêche, disant que c'est un entraînement prévu pour les recrues, elle ne devrait pas intervenir. Mais c'est trop pour des recrues, rétorque vivement Kang Chana. Mais l'expression de Ryo Eunjin est on ne peut plus sérieuse. Elle croit qu'il n'y a pas de temps pour laisser les recrues s'entraîner. Si nous ne pouvons même pas gérer ce niveau de monstre, nous mourrons de toute façon une fois que nous quitterons ce site. À ce moment, les narines du monstre semblent sentir quelque chose. Il se retourne soudainement, me fixant immédiatement dans la foule. Je suis quelque peu déconcerté. Je n'ai aucune idée de pourquoi ce monstre me regarde, mais la seconde suivante, le monstre attaque sans hésitation. La lame cachée dans sa chair jaillit soudainement, me ciblant précisément dans la foule. Elle transperce directement mon bras gauche. La douleur intense me fait agripper la blessure, laissant échapper un cri déchirant. Mais ce monstre n'a pas l'intention de me laisser partir. Il saute par-dessus la foule, arrivant directement devant moi. Mais juste au moment où il s'apprête à faire son prochain mouvement, 2000 pattes surgissent du sol, s'enroulant autour de tout son corps. Il s'avère que l'utilisateur de l'aptitude centipède a tiré le premier coup. Un autre utilisateur de l'aptitude griffe de tigre suit de près, tandis que les centipèdes retiennent le monstre, il se lance en avant et frappe sa tête avec une paume. La moitié de la tête du monstre est instantanément tranchée. Les deux utilisateurs d'aptitude qui ont attaqué en premier affichent des sourires. Ils pensent avoir tué le monstre, mais la seconde suivante, la moitié exposée de la tête du monstre commence à absorber frénétiquement du sable jaune, puis sa tête entière se régénère, aucune trace de dommage n'est visible. Les deux utilisateurs de capacité sont complètement choqués. Ils savaient que les monstres avaient des capacités de régénération, mais ils ne s'attendaient pas à une guérison aussi incroyable. Juste au moment où les deux sont distraits, le monstre arrache les 1000 pattes enroulées autour de lui, car les 1000 pattes sont connectées aux mains des utilisateurs de capacité. Le monstre balance son bras, l'utilisant comme une arme pour frapper l'utilisatrice de capacité, puis l'attire près de lui le long du 1000 pattes et attrape le cou de l'homme avec sa main, le soulevant. Il ouvre la bouche, prêt à dévorer l'homme, mais juste à ce moment-là, avec un bruit sec, la mâchoire du monstre est soudainement arrachée, tordue de douleur. Il ne peut que relâcher l'homme qu'il était sur le point de manger. Eden, le seul utilisateur de capacité de niveau 7 parmi les recrues, ne peut finalement pas s'empêcher d'agir. Face à un monstre que les autres évitent désespérément, il ne s'en soucie pas du tout. Il enlève lentement ses gants et tord sa paume avec force. La tête du monstre devant lui devient comme une brochette, tordue en morceaux. Eden se sent quelque peu ennuyé. Il voulait tester davantage, mais le corps de ce monstre est trop fragile. Debout derrière, Kang Chana semble deviner quelque chose après avoir vu son pouvoir. Elle interroge Eden sur le fait qu'il ait cassé sa lame pour réveiller le monstre. Mais Eden lui dit de ne pas accuser les gens sans preuve, mais Kang Chana s'en moque. Elle attrape la main d'Eden, lui demandant de claquer des doigts à nouveau pour voir si sa lame se casse. Voyant les deux se disputer sans fin, le directeur Ryu mène les applaudissements, affichant un sourire satisfait. Elle félicite les recrues pour leur bonne performance. Cependant, alors qu'elle les félicite, son expression s'assombrit, car elle découvre que j'ai disparu de la foule. Ryu Eunjin soupire et secoue la tête, disant qu'en tant qu'utilisateur de capacité, j'ai fui de terreur devant un monstre.
complètement incompétent, mais Kang Shana à côté d'elle sent que quelque chose ne va pas. Le monstre est déjà mort, pourtant le sable jaune ici n'a pas disparu, au contraire, il devient plus épais. Ce n'est que lorsqu'elle dit cela que les autres s'en rendent compte. Pendant ce temps, je cours frénétiquement à travers la forêt. Étant un fonctionnaire public spécial pour éliminer les monstres, je ne peux pas faire ça. En ce moment, je veux juste échapper à cet endroit dangereux, mais alors que je fuis, la scène devant moi me stoppe net, car un énorme portail apparaît devant moi, du sable jaune continue de siffler à l'intérieur, alors que je me demande pourquoi il y a un portail dans les montagnes, un monstre sort du portail. Je me cache dans l'herbe à proximité, couvrant ma bouche fermement, n'osant pas faire de bruit. En pensant à quel point je suis malchanceux, j'ai finalement échappé seulement pour rencontrer un autre monstre. Je jette un coup d'œil, mais je ne vois pas le monstre, mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il est accroupi juste derrière moi. En même temps, de mauvaises nouvelles viennent du côté du directeur Ryu. L'alarme n'a pas été levée. Au lieu de cela, elle a été portée à une alerte de niveau 3 pour les monstres. En entendant le message de Yoseok, la directrice Ryu est choquée. Elle n'a jamais entendu parler de monstres apparaissant consécutivement au même endroit. Contrairement à la confusion du directeur, Kang Shana veut anxieusement savoir où le monstre est apparu. En même temps, je suis poursuivi par ce monstre, entrant à nouveau en mode parcours. Sous la menace de mort, l'adrénaline me donne une force infinie, me poussant à continuer à courir en avant. Parce que s'arrêter signifie une mort certaine, je cours avec des larmes coulant, criant pour que quelqu'un me sauve. Juste à ce moment-là, mon pied heurte une pierre, tout mon corps tombe. Cette chute me permet de voir un endroit où me cacher. Après m'être relevé, je cours rapidement vers cette maison, me cachant dans une pièce, respirant lourdement. Je regarde à travers la fente de la porte pour voir si le monstre a suivi. Bien sûr, la poursuite du monstre est ici, avec les pointes osseuses flottant au-dessus de sa tête. La capacité de ce monstre devrait être de lancer ses pointes comme des attaques. Mais avant que je puisse réfléchir davantage, une vieille femme pousse la porte et entre dans la cour. Même si un monstre de 3 mètres de haut est juste devant elle, elle ne le voit pas du tout. Elle ne comprend tout simplement pas pourquoi un brouillard jaune s'élève en plein jour, rendant la visibilité difficile. Caché dans la pièce, je suis témoin de tout. La vieille femme est en danger, je dois l'aider. Mais en tant qu'utilisateur de capacité, je n'ai aucune idée de quelle capacité j'ai éveillé. Mon seul avantage pourrait être ce que le directeur Ryu a dit, nous, utilisateurs de capacité, avons aussi des capacités de guérison dans le sable jaune, mais nous mourrons quand même de blessures mortelles. Est-ce vraiment digne de me sacrifier pour une inconnue? Alors que je lutte entre la survie et la sauver, la femme à l'extérieur semble sentir quelque chose devant elle. Elle demande doucement si c'est la mère de Ryuji, et le monstre à pointe osseuse imite en fait la voix de la femme disant aussi « la mère de Ryuji ». En entendant quelqu'un l'imiter, la femme se met en colère. Elle avance, voulant voir clairement qui c'est, mais à peine fait-elle un pas que ses yeux s'écarquillent de terreur. Un monstre de 3 mètres de haut s'approche lentement d'elle. La femme tombe au sol avec un bruit sourd, criant ce qu'est cette chose. Le monstre à pointe osseuse marche en émettant des sons humains. La mère de Ryuji. Puis il vise les pointes osseuses flottantes vers la vieille femme. D'un mouvement, d'un coup de doigt, les pointes jaillissent instantanément. Après une tempête sanglante, la vieille femme ouvre ses yeux fermés pour découvrir qu'un jeune homme a tout bloqué pour elle. Endurant une douleur intense, je demande si elle est blessée, mais la seconde suivante, je m'effondre sur elle. Mon bras gauche entier est complètement sectionné par cette attaque. La scène du sang qui jaillit l'effraie même. J'utilise mes dernières forces pour la pousser, lui disant de fuir. À ce moment-là, je me plains à moi-même. Pourquoi ai-je obtenu une capacité de monstre de niveau 1? Cette capacité est aussi inutile que mon CV. Le monstre aux pointes osseuses derrière moi se rapproche de plus en plus. La silhouette anxieuse de la femme devient de plus en plus floue. Mon cœur tombe dans un silence mortel. Je n'ai pas pu la sauver, et maintenant je vais perdre ma vie aussi. Juste au moment où je suis désespéré, du sable jaune commence à couler dans mon bras sectionné, alors que le sable se répand dans mon sang à travers tout mon corps, la capacité de monstre en moi est pleinement activée. Des crocs acérés émergent entre mes dents, auparavant bien alignés. Je me jette sur le monstre comme un guépard fulgurant, mordant férocement. Pendant ce temps, Kang Shana, cherchant l'emplacement du monstre loin dans la forêt, entend aussi le tumulte ici et arrive immédiatement, mais la scène devant elle lui fait écarquiller les yeux. Elle me voit chevauchant le monstre, lui déchirant le cou avec mes dents. Elle est complètement choquée. Elle n'a jamais vu quelqu'un combattre un monstre en mordant. Mais pendant qu'elle est choquée, la contre-attaque du monstre devient encore plus féroce. Il attrape ma tête, soulève mon corps et me balance violemment, me projetant durement contre le mur. Bien que ce coup m'enlève complètement la capacité de bouger, je mâche et avale instinctivement le morceau de chair que j'ai arraché du monstre. Cette scène choque même le monstre qui a mangé d'innombrables personnes. Ce sont toujours les monstres qui mangent les humains. Maintenant, cet homme mange sa chair, mais l'instant suivant, le monstre réalise que quelque chose ne va pas. Il découvre que la blessure que j'ai mordue ne guérit pas. Kang Shana, qui vient d'arriver, le remarque aussi. Mais après avoir été stupéfaite un instant, elle se précipite vers le monstre. Elle sait que ce n'est pas le moment d'étudier pourquoi la blessure du monstre ne guérit pas. Alors que sa silhouette passe au-dessus de la tête du monstre, Kang Shana attrape l'un des pics osseux flottants avec sa main nue. Au moment où sa paume touche la pointe, son bord tranchant coupe sa peau. Et c'est exactement l'intention de Kang Shana, utiliser la pointe du monstre pour créer une blessure, activant ainsi son pouvoir. Son pouvoir est également de l'attribut métal, appartenant aux utilisateurs de pouvoir de niveau 7. Se sentant insulté, le monstre pousse un rugissement bestial. Il lance immédiatement une attaque à pleine puissance, tirant violemment tous les pics osseux sur Kang Shana, mais Kang Shana les bloque simplement d'un revers de main, renvoyant tous les pics attaquants. Puis, tandis que le monstre bloque, elle saute avec sa lame et charge en avant. Une lumière froide et scintillante de la lame suit sa silhouette rapide et tranche vers le bas, coupant le monstre en deux de la tête aux pieds. Du sang éclabousse son visage. Ses yeux sont glaciales. Après la mort du monstre, le sable jaune environnant se dissipe. Kang Shana aide immédiatement la femme effrayée à se relever. Après s'être réveillée, la femme semble avoir une amnésie, demandant ce qui s'est passé, et Kang Shana répond que c'était juste un sanglier. Mais la vieille femme ne soupçonne rien. Elle continue simplement à se plaindre des sangliers qui descendent de la montagne pour détruire les cultures, car après la disparition du sable jaune, les souvenirs des monstres sont effacés de la mémoire des gens ordinaires. Kang Shana assure à la femme
femme que, en tant que fonctionnaire, s'occuperont du reste. Elle lui dit de rentrer et de se reposer. Après avoir regardé la vieille femme fermer sa porte, elle se retourne, ses yeux devenant instantanément froids. En marchant à mes côtés, elle me regarde de haut en bas, se demandant qui est vraiment ce nouveau venu. Elle n'a jamais vu une récupération aussi étonnante. Le bras coupé a repoussé en si peu de temps. Elle ne comprend pas. Suis-je vraiment juste un utilisateur de capacité de niveau 1 ? Après cet incident, je reçois la nouvelle que je dois me présenter au département de l'environnement demain, mais en pensant à ces scènes brutales de monstres, un choc inexplicable persiste dans mon cœur. Allongé dans le lit, je pense que peu importe à quel point je désespère d'avoir un emploi, je ne deviendrai absolument pas un fonctionnaire spécial. Avec cette pensée, je remonte la couverture et tombe dans un sommeil profond. Bientôt, en plein sommeil, j'entre dans un rêve. Dans le rêve, j'arrive dans un endroit rempli de monstres. Des bruits de combat, de cris et de rugissements montent et descendent. Ils se précipitent frénétiquement, comme si une existence les forçait à fuir cet endroit. Juste à ce moment-là, des voix criant « Revenez !» me ramènent à la réalité. Je me réveille trempé de sueur. Ce n'est pas la première fois que je fais ce rêve. Depuis que j'ai terminé l'entraînement des recrues, je continue de rêver de cette scène. En regardant la lumière qui passe par la fenêtre, je pense avoir dormi jusqu'au matin, mais quand j'ouvre la fenêtre et regarde dehors, je découvre que c'est en fait la montagne Cheongye en feu, et à l'intérieur de la montagne, un monstre de magma est apparu. Au même moment, un utilisateur de pouvoir aquatique saute dans les airs, faisant tomber une pluie battante. Les gouttes d'eau apparemment inoffensives font grimacer le monstre de magma à plusieurs reprises. Ensuite, un autre utilisateur de pouvoir de glace qui attendait utilise les gouttes d'eau tombantes pour créer de la glace et la projeter sur le monstre. En travaillant ensemble, ils gèlent complètement le monstre de magma en quelques respirations seulement. L'utilisatrice de pouvoir demande au chef d'équipe confuse « Les monstres n'apparaissent-ils pas la nuit ?» Mais le chef d'équipe lui dit de s'occuper d'abord des dégâts de l'incendie de la montagne. Il restera pour s'occuper de ce monstre de magma. Avec cela, il invoque une lame de faux en glace. Au moment où il saisit la faux, une aura glaciale se répand autour. Le chef d'équipe se précipite vers le monstre gelé. Juste à ce moment-là, une énergie noire traverse la glace, tombant sur la tête du monstre. Une paire d'yeux verts dans son esprit émet un ordre irrésistible. Amène-le ici. À cet instant, le monstre de magma fait exploser la glace qui l'enveloppe. Face à l'humain prêt à attaquer, son poing enroulé craque de manière inquiétante. Un coup de poing rugit comme s'il explosait l'air environnant, projetant l'humain devant lui à 100 mètres, jusqu'à ce qu'il s'écrase contre un arbre et s'arrête enfin. Ce coup à pleine puissance n'a pas seulement une force terrifiante, mais aussi une chaleur brûlante. L'utilisatrice de capacité sur le point de partir crie avec inquiétude « Chef d'équipe !» Mais le pouvoir que la force noire donne au monstre de magma est bien plus que cela. Cela rend même le grand sac sur son dos, dormant depuis si longtemps, éclaté avec d'énormes vagues de lave. Les deux utilisateurs de capacité sentent clairement ce monstre devant eux devenir de plus en plus fort. En même temps, au quartier général de la ville S, tous les équipements et machines émettent des alertes rouges. Les monstres attaquent simultanément 20 montagnes à travers le pays ce soir. Leur mode d'apparition a complètement changé et tout a commencé lors de l'entraînement des recrues il y a une semaine. Mais avant que la directrice Ryu ne puisse réfléchir davantage, son subordonné rapporte avoir reçu un contact d'urgence du centre de réponse de la ville F. Elle change rapidement de canal pour prendre l'appel. À l'autre bout, le directeur Bae Myung-sik de la ville F rapporte de très mauvaises nouvelles. La porte qui est apparue près de la montagne Geumjang dans la ville F ne s'est pas fermée depuis 3 jours. Peu importe combien ils en tuent, ces choses continuent d'émerger de la porte. Et les membres de l'équipe de la montagne Geumjang sont déjà épuisés. La directrice Ryu demande, avec de la sueur froide sur le visage, s'il sait pourquoi la porte n'a pas disparu. D'après ce qu'il voit sur place, les monstres marmonnent effectivement quelque chose. Selon l'utilisateur de la capacité de traduction de monstres de la ville F, ils disent « Amenez-le ici ». Ryu Eunjin demande immédiatement à haute voix « Amenez qui ici ?» Mais Bae Myung-sik dit qu'il ne sait pas, on dirait juste qu'il cherche quelqu'un. Sentant la gravité de la situation, la directrice Ryu passe rapidement un autre appel. Un téléphone sonne à l'intérieur d'un hélicoptère. Un homme aux cheveux bleus répond Ryu Eunjin à l'autre bout, lui dit que la situation au mont Geumjang dans la ville F est mauvaise. Elle espère qu'il pourra aller les soutenir rapidement, mais l'homme aux cheveux bleus dit simplement qu'il est déjà là et raccroche, puis saute de l'appareil, instantanément comme une météorite bleue, illuminant le ciel. En touchant la couche de sable jaune, il ouvre la bouche et inhale profondément le sable. Alors que des veines gonflent à ses tempes, son pouvoir s'active, et il utilise son pouvoir au moment où il s'active, faisant que tout l'espace avec lui comme centre réalise une inversion spatiale, atterrissant en toute sécurité au sommet de cette porte. En dessous de la porte, une utilisatrice de pouvoir remarque son arrivée. Elle se demande avec confusion pourquoi une personne est soudainement apparue sur la porte, et avertit l'homme aux cheveux bleus que c'est dangereux là-bas, lui disant de descendre rapidement. Mais à ce moment-là, le monstre combattant sur place remarque une ouverture chez cette utilisatrice de capacité et lui lance sa patte en forme de lame. Mais ce coup est précisément capté par le 6e sens de l'utilisatrice de capacité. Elle plonge rapidement en avant, esquivant ce coup mortel. Mais quand l'utilisatrice de capacité se retourne, elle affiche une expression désespérée, car elle ne peut pas esquiver le prochain coup du monstre. Mais juste à ce moment, l'homme aux cheveux bleus déchire en fait une faille spatiale à main nue. Alors qu'il continue d'appliquer de la force, la faille s'élargit de plus en plus, et la faille spatiale correspondante apparaît derrière la tête du monstre, puis l'homme aux cheveux bleus plonge sa main dans la faille, attrape la tête du monstre et tire de toutes ses forces, extrayant la tête du monstre avec sa colonne vertébrale. Cela laisse tout le monde au mont Geumjang bouche bée d'étonnement. L'homme aux cheveux bleus saute de la porte, disant « Bon travail tout le monde !» et lui dit de se reposer d'abord, il s'occupera de tout. En entendant les éloges de son idole, le chef d'équipe Kim Gyeong-san pleure de joie. L'utilisatrice de capacité à côté de lui se penche et demande qui est cette personne. Le chef d'équipe Kim Gyeong-san dit fièrement « Vous, les nouvelles recrues, ne savez pas encore. C'est le premier utilisateur de capacité de monstre qui a créé l'équipe spéciale
spatiale de réponse au sable jaune, et actuellement l'utilisateur de capacité le plus fort, le directeur Jung Il-do. Jung Il-do s'étire puis pose sa main sur le sol. Une force spatiale se répand depuis ses doigts, puis 10 failles spatiales s'étendent à partir de chacun de ses doigts. Ces failles semblent vivantes, rampant le long du sol jusqu'à la montagne, surgissant finalement des sommets des montagnes, se dirigeant vers le ciel. Face à ces 10 failles spatiales, Jung Il-do donne la priorité à l'ouverture de l'une d'elles, et cette faille mène directement à la montagne Cheongye dans la ville S. À ce moment-là, face au monstre de magma renforcé, les attaques du chef d'équipe de la montagne Cheongye s'avèrent inutiles. Sa coéquipière est assommée et lui-même est à bout de force. Il crie fort pour que le manager Lee se réveille, ils doivent s'échapper, mais le monstre ne leur laisse aucune chance. Il se précipite sur lui avec un poing violent. Voyant cela, le chef d'équipe de la montagne Cheongye active son pouvoir, élevant un mur de glace. Mais il est instantanément brisé par le coup de poing du monstre, le projetant au loin. Il glisse sur le sol sur plusieurs mètres avant de tomber. Le poing du monstre suit immédiatement. Le chef d'équipe protège précipitamment son coéquipier en dessous. Juste au moment où il pense qu'il va mourir ainsi, une faille spatiale apparaît soudainement derrière le monstre de magma. Une force d'aspiration provenant de la faille attire le monstre. Jung Il-do est de l'autre côté, attrapant la tête saillante du monstre de magma et tire fort, traînant complètement le monstre de l'autre côté de la faille, puis le jette négligemment de côté. Mais ce qui semble être un geste désinvolte donne l'impression que le monstre a subi de lourds dégâts. Puis il ouvre sa paume, l'étend vers l'avant et la balaie vers la droite. Une force spatiale massive entraîne ces 10 failles. C'est l'une de ses capacités d'évolution, le transfert spatial. En un instant, tous les monstres attaquant 20 montagnes à travers le pays sont transférés de force. Le personnel du siège de la ville S rapporte à Ryu Eunjin qu'à part dans la ville F, le sable jaune dans d'autres zones a soudainement disparu. En entendant cela, Ryu Eunjin pousse enfin un soupir de soulagement. Elle comprend que cette situation signifie que le directeur Jung est intervenu. Jung Il-do jette un coup d'œil aux monstres transférés sur les lieux. Après avoir réalisé que tous les monstres apparus sont ici, son aura change soudainement. La force spatiale qu'il libère projette une lumière violette intense. Commençons alors. Sur ce, les monstres sur place se ruent en avant, l'entourant uniformément. Mais Jung Il-do tend calmement un doigt, puis le fait glisser. L'espace est instantanément coupé par une faille noire. Ensuite, son doigt tourne autour de son corps. La faille spatiale qu'il coupe, comme une lame circulaire violette et brillante, pénètre les têtes des monstres. La seconde suivante, les têtes des monstres éclatent collectivement. La scène sanglante laisse les membres de l'équipe de la montagne Geumjeong sans voix. De toute leur vie, ils n'ont jamais vu une telle puissance terrifiante. Jung Il-do a délibérément laissé le monstre de magma en vie après avoir vérifié qu'il est toujours vivant. Il appelle l'utilisateur de la capacité de traduction pour traduire. Il attrape la tête du monstre. Quelle est la raison pour laquelle vous, les monstres, êtes apparus si fréquemment la semaine dernière? L'utilisateur de la capacité de traduction donne la traduction. C'est la même phrase. Amenez-le ici. Jung Il-do continue de demander qui il est, mais cette fois, le monstre ne peut évidemment pas lui donner une réponse satisfaisante. L'utilisateur de la capacité de traduction hausse les épaules et désactive sa capacité en disant soit il dit amenez-le ici, soit il répète simplement ce que nous disons. Jung Il-do sait que continuer à poser des questions ne donnera aucun résultat, alors le monstre de magma est naturellement éliminé sans cérémonie. Et après avoir éliminé tous les monstres, la porte devant eux devient le plus grand danger. Jung Il-do pose sa paume sur le sol. Comme auparavant, une énergie spatiale violette s'écoule continuellement de sa paume. La faille qu'il crée cette fois est différente de la petite d'avant. Au lieu de cela, elle est massive, engloutissant directement l'énorme porte entière. Le moment suivant, la porte entière est complètement dévorée, ne laissant que des fissures spatiales éparpillées sur le sol qui ne se sont pas encore dissipées. Cette puissance écrasante rassure les membres de l'équipe qu'une personne aussi redoutable appartient à l'humanité et non aux monstres. Ils ont entendu dire qu'il a plus de 50 ans, mais il ne les fait pas du tout. Se pourrait-il que ce soit à cause de ses capacités spatiales? Après avoir levé l'alerte, Jung Il-do retourne au bâtiment du siège de la ville comme Ryu Eunjin, la commandante du siège, n'était pas sur place. Elle veut savoir comment la porte a été gérée. Jung Il-do tire sur sa cravate et dit qu'il l'a placée dans son espace sombre pour l'instant. Puis il s'affale dans sa chaise se plaignant de sa fatigue. Mais le directeur Ryu dit qu'il fait tout un plat pour rien. Ne gère-t-il pas ces choses tout seul tout le temps? Avec cela, elle utilise le panneau de contrôle pour ouvrir le grand écran. Elle dit que c'est l'information dont il a besoin. Elle ne comprend pas vraiment pourquoi il veut soudainement regarder les informations de ses nouvelles recrues. Jung Il-do répond qu'il veut comprendre exactement qui les monstres recherchent et quelle est leur raison. C'est actuellement un problème majeur pour toute l'organisation. En même temps, d'innombrables monstres se rassemblent en un seul endroit. Ils lèvent la tête, semblant attendre qu'un certain leader se réveille. Et ce leader est la femme gigantesque qui dort devant eux. Ces monstres sont aussi petits que des fourmis devant la femme. Alors qu'un bruit tonitruant résonne, la femme ouvre soudain les yeux, révélant une paire d'yeux verts. Son premier ordre en se réveillant est de l'amener ici. Pendant ce temps, bien que j'ai dit que je ne deviendrai pas fonctionnaire spécial, j'arrive à l'entrée du centre de réponse au sable jaune de l'île de Gaengwa, car voir ma mère pleurer de joie après avoir appris que je suis devenu fonctionnaire rend impossible de briser ses illusions. Lorsque j'arrive au bureau d'enregistrement pour signaler ma présence, celui qui m'accueille est le chef d'équipe Keo Deokmin, que j'ai rencontré il y a quelques jours. De son apparence ivre, il n'est clairement pas encore dégrisé. Cependant, en voyant que le nouveau recrue qui se présente, c'est moi, il se tient le front avec une expression sombre et me dit de le suivre, puis il dit « De toutes les personnes, pourquoi ai-je été affecté à leur équipe ?» Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui fuit le combat. Mais à ce moment, l'apparition d'un autre nouveau recrue le fait les saluer avec un grand sourire, et ce nouveau recrue n'est autre qu'Idan, un utilisateur de capacité de niveau 7. En ce moment, il interroge sombrement Ko Deokman sur la raison pour laquelle il n'a pas été affecté au siège de la ville S, mais plutôt sur cette île maudite de Gangwa Ko Deokman, le nargue moqueusement. Ouais, un utilisateur
utilisateur de niveau 7 affecté ici, il doit y avoir quelque chose qui cloche chez toi aussi, hein. Sur ce, il tourne la poignée de la porte et ouvre la porte du bureau. Après être entré, l'environnement de bureau n'est pas différent de celui de n'importe quel lieu de travail ordinaire. C'est complètement différent de ce que j'avais imaginé. Même avant que Cody Hawkman n'ouvre la porte, je pensais que l'environnement de bureau ici serait certainement brutal. Maintenant, il semble que j'ai simplement trop réfléchi. Ensuite, Cody Hawkman présente les membres de l'équipe un par un. D'abord, lui-même, Cody Hawkman est le chef de l'équipe de l'île de Ganghwa, 41 ans cette année. La femme aux cheveux courts qui boit du café est Yoon Ji-wan, 36 ans, Kim Ya-bok, 51 ans, et le jeune homme à l'air délinquant avec les cheveux teints est Namyo Seok, 25 ans. Après avoir présenté les membres de l'équipe, Cody Hawkman agite la main et dit de se débrouiller pour le travail, mais c'est mon tout premier emploi et le seul où je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Naturellement, une sensation de nervosité monte dans ma poitrine. Je regarde Idan en pensant que c'est aussi son premier jour, donc il doit être aussi nerveux que moi. Mais de toute façon, nous sommes arrivés en même temps, alors je me dis que je devrais bien m'entendre avec lui, alors je tends la main pour le saluer. Mais quand Idan voit cela, il me maudit simplement. Je suis stupéfait à l'intérieur, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un fou. Et il continue de s'allonger sur son bureau, marmonnant sans arrêt sur comment un élite comme lui a fini par être affecté à l'île de Ganghwa. Cela me fait me demander s'il perd la tête. Y a-t-il un problème avec l'équipe de l'île de Ganghwa? En pensant cela, je demande à Yosook à côté de moi quel genre d'endroit est l'équipe de l'île de Ganghwa. En entendant quelqu'un poser la question, Yo Seok enlève ses écouteurs et me donne une explication détaillée. Tout d'abord, l'équipe spéciale de réponse au sable jaune a établi 13 quartiers généraux à l'échelle nationale. Sous chaque quartier général, il y a des équipes responsables de diverses montagnes, et les utilisateurs de capacités de niveau 7 et plus, avec des capacités de monstres puissantes, sont principalement affectés aux quartiers généraux pour mener à bien des missions importantes. Les endroits avec une faible densité de population comme notre île de Ganghwa voient généralement seulement des monstres relativement faibles, donc ils assignent des utilisateurs de capacités faibles ou des personnes avec un certain type de défaut. Ce n'est que maintenant que je comprends pourquoi Idan ne cesse de se plaindre. Mais quels défauts ont les personnes qui travaillent ici? Avant que je puisse y réfléchir, Yosook continue, disant qu'il y a aussi des personnes avec de fortes capacités qui sont venues ici volontairement. Je demande curieusement qui. Mais à ce moment-là, un bruit fort de porte qui s'ouvre nous interrompt. Kang Shana entre, poussant la porte avec les cheveux dégoulinants. Évidemment, cette personne est Kang Shana. Je la regarde, quelque peu confus. Elle me regarde, également quelque peu incrédule. Elle ne s'attendait pas à ce que la nouvelle recrue de leur équipe soit moi. Étrange. Pourquoi étrange? Parce que lorsque le monstre à pointe osseuse a été neutralisé, je me suis réveillé de l'inconscience sans me souvenir de rien. Et je suis un utilisateur de capacité, pas une personne ordinaire. Seules les personnes ordinaires perdent la mémoire lorsque le sable jaune disparaît. C'est pourquoi Kang Shana trouve cela étrange. À ce moment-là, l'allocation de vie que Yosook mentionne me laisse bouche bée. Nous allons recevoir une allocation de vie à l'avenir? Cela ne signifie-t-il pas que nous sommes censés risquer nos vies à combattre des monstres? Mais Yosook lève 5 doigts et dit que l'allocation de vie est 5 fois le salaire. En entendant cela, toute ma peur précédente disparaît, remplacée par de l'excitation. 5 fois, cela ne signifierait-il pas un salaire annuel de plus de 100 millions? Avec ça, Yo Seok me dit d'arrêter de le déranger avec des questions, attend juste ici en attente, jusqu'à ce qu'une alerte monstre retentisse. Je fais la moue, pensant que je n'ai même pas posé tant de questions. Le temps passe vite, et avant que je ne m'en rende compte, c'est l'heure de quitter le travail. Voyant l'arrivée de nouveaux collègues, sur la suggestion de Yoon Ji-won, tout le monde sort pour un dîner de groupe. Pendant ce temps, dans le laboratoire secret du siège de la ville S, Ryu Eun-gyun rapporte à Jung Il-doo que le schéma des apparitions de monstres est revenu à la normale. Jung Il-doo lui demande s'ils ont trouvé la raison de leur soudaine frénésie. Ryu Eun-gyun secoue la tête et demande si cela pourrait être un signe que ce jour approche. Jung Il-doo fixe la silhouette emplumée avec les membres enfermés dans le conteneur pendant un long moment et dit qu'ils ne peuvent pas encore en être certains. Il dit à Ryu Eun-gyun de transmettre l'ordre. Concernant ce jour, les chefs d'équipe doivent garder le silence. Sinon, si les utilisateurs d'aptitudes ordinaires dans l'organisation apprennent cela, cela pourrait provoquer un chaos immense. La scène se déplace vers l'équipe de l'île de Ganghwa lors de leur dîner. Cody Hawkman révèle sans hésitation que ce jour approche. Selon le voyant, dans un an, des monstres pleuvront du ciel. Après avoir dit cela, il fait un geste de silence et dit « C'est top secret, ne le divulguez pas ». Mais les membres de l'équipe qui entendent cette nouvelle semblent complètement indifférents. Cela me paraît absurde. Des monstres tombant du ciel, tout le monde ne mourrait-il pas? Pourtant, ces gens semblent complètement indifférents. Juste à ce moment-là, une alerte monstre retentit. L'atmosphère auparavant harmonieuse est instantanément brisée. Kang Shana se lève immédiatement et dit qu'elle va s'en occuper. Idan à côté enlève son tablier et veut y aller aussi, mais Kang Shana le regarde et refuse, me demandant spécifiquement de l'accompagner à la place. Dans la voiture, je me sens extrêmement mal à l'aise à cause de ce que le chef d'équipe a dit ce jour-là. Kang Shana le remarque et me dit de ne pas trop m'inquiéter de la prophétie. Elle dit que les supérieurs ont déjà préparé des plans de secours. Après tout, le siège a de nombreux utilisateurs de capacités puissants. Nous devons juste tuer les monstres qui apparaissent sur l'île de Ganghwa. Et elle dit que je suis le premier utilisateur de la capacité de gourmandise qu'elle ait jamais vue. Pour la première fois de ma vie, être félicité me fait rougir. Je suis un utilisateur de capacité de monstre de la gourmandise. Le monstre que j'ai rencontré pour la première fois pourrait-il avoir été un monstre de la gourmandise? En pensant cela, je demande à Kang Shana ce qu'est exactement l'aptitude de la gourmandise. Elle sourit légèrement et dit que, comme le nom l'indique, c'est la capacité de dévorer des monstres. Peu de temps après, nous trouvons l'emplacement du monstre. Ce monstre qui est apparu est de très bas niveau. En quelques mouvements, Kang Shana le cloue à un arbre avec son épée en fer. Kang Shana m'appelle avec excitation, pointant la tentacule
tentacule du monstre et me disant de la manger. Je pointe le monstre et demande si elle est sérieuse. Elle agite la main et dit « Les parties d'un monstre que je dévore ne peuvent pas se régénérer et en les dévorant, je peux aussi acquérir leur capacité. » Elle insiste donc fermement pour que j'essaie. En tenant la tentacule du monstre, mon estomac se retourne violemment. Je fais de mon mieux pour le voir comme un poulpe et j'essaie de le manger, mais le dégoût en moi est impossible à surmonter. Kang Chana m'encourage anxieusement sur le côté, me disant constamment de prendre une bouchée malgré mes efforts pour obéir. Face à cette tentacule pourrie, je vomis de manière incontrôlable. Cette insupportable torture psychologique me rend misérable même le lendemain au travail. Je reçois même des moqueries d'Idan qui dit que je vomis dès que j'arrive sur les lieux, absolument pathétique. Il se plaint avec colère qu'à cause de moi, il n'a pas encore participé à une seule opération sur le terrain. Le manager Kang ne m'emmène en opération que pour me former, cela rend Idan extrêmement furieux. En regardant sa silhouette s'éloigner en colère, je veux répliquer. Mais en y réfléchissant bien, ce qu'il dit a une part de vérité. Je dois me ressaisir. Mais quand l'alerte monstre retentit à nouveau, Kang Chana se lève immédiatement et m'appelle pour agir ensemble, mais trouve le bureau devant elle vide. En ce moment, je me cache dans la salle de bain. Bien que j'ai dit que je me ressaisirais, rien que de penser à devoir dévorer un monstre en étant pleinement conscient me donne la nausée, des vertiges et envie de vomir. Je sors en titubant de la salle de bain. Salle de bain en pensant, je me laisserai tranquille aujourd'hui et j'essaierai plus fort demain. Mais tomber sur Manager Kang me surprend. Elle me demande si je me suis caché dans la salle de bain. Je tiens mon ventre et commence à trouver des excuses, disant que j'ai eu une intoxication alimentaire après avoir mordu le monstre hier et que mon estomac ne va pas bien. Juste au moment où je m'apprête à continuer à inventer, Kang Chana m'interrompt et dit que je ne suis peut-être pas fait pour ce travail. Certaines personnes, même si elles ont acquis des capacités de monstres, n'ont pas nécessairement à devenir des fonctionnaires spéciaux. Elles doivent simplement signer un accord de confidentialité et vivre sous surveillance pour le reste de leur vie, et les lâches comme moi ne survivront pas longtemps et plus important encore, pourraient causer des morts parmi les civils. Enfin, elle me dit sérieusement que si je ne peux pas gérer ce travail, je devrais partir. Nous sommes déjà en sous-effectif. Ne te contente pas de prendre de la place sans rien faire. La scène se déplace vers moi au bord d'un lac. Après avoir entendu les mots de Kang Chana, je prévois de démissionner. Plutôt que d'être tué par des monstres, être surveillé à vie semble mieux. Avec cela, j'appelle ma mère, me préparant à lui parler de ma démission. Quoi qu'il en soit, d'innombrables monstres apparaîtront dans un an. Le travail n'a pas d'importance. Mais quand l'appel se connecte, ma mère dit qu'elle fait du tourisme à la montagne Inwang avec son ami et se plaint de la présence de sable jaune partout sur la montagne, puis l'appel se coupe. J'ai clairement entendu les mots sable jaune. Instantanément, mon sang se glace. Puis je me précipite frénétiquement vers la montagne Inwang. À ce moment-là, à l'intérieur de la montagne Inwang, l'équipe de la montagne Inwang a été complètement anéantie par ce monstre de niveau 5. Il ne reste qu'une nouvelle recrue et le chef d'équipe arrivé en retard. Le chef d'équipe possède la capacité de monstre clone. En invoquant ses clones, il dit à la nouvelle recrue de se dépêcher de demander du renfort au quartier général. Pendant ce temps, j'arrive rapidement à la montagne Inwang en taxi. Je regarde autour de moi la foule qui est évacuée en bas de la montagne. Je ne trouve pas la silhouette de ma mère parmi eux, alors je me tourne rapidement vers un fonctionnaire spécial à proximité pour demander de l'aide, en disant que ma mère est encore à l'intérieur et de me laisser monter la montagne. Mais le membre du personnel refuse, disant qu'il y a des animaux sauvages sur la montagne et que c'est très dangereux. En entendant cela, je choisis sans hésiter de grimper la falaise. En atteignant le sommet, je trouve enfin la silhouette de ma mère dans le sable jaune. Elle est quelque peu surprise de me voir ici au lieu d'être au travail. Je sors mon téléphone et dis que je l'ai trouvée grâce à son compte sur les réseaux sociaux. Puis elle me demande pourquoi je ne suis pas au travail et ce que je fais ici à la chercher. Je réprime mes émotions anxieuses et dis que peu importe si je suis au travail ou non maintenant. Mais ma mère fait comme si elle n'avait pas entendu et commence à se vanter auprès de son ami de mon statut de fonctionnaire, évoquant même mes perspectives de mariage. Mais alors que je leur dis de partir rapidement, que ce n'est pas le moment d'en discuter. Soudain, plusieurs feuilles tombent au-dessus de ma tête, produisant des bruits de bruissement. En levant les yeux, je vois ce monstre accroupi dans l'arbre. Mais avant que je puisse réfléchir, ce monstre se jette soudainement de l'arbre et sa cible est ma mère en dessous. Dans le désespoir, je me précipite aussi pour essayer d'arrêter l'attaque du monstre, mais mes mouvements ne sont pas aussi agiles que ceux du monstre. Sur la paroi verticale de la falaise, je dégringole plusieurs fois. À ce moment, je sais clairement qu'il est trop tard pour l'arrêter. L'attaque du monstre est sur nous. Juste au moment où il ouvre ses dents ensanglantées pour bondir sur ma mère, je crie désespérément, espérant un miracle. Et à cet instant, plusieurs éclats de lames apparaissent soudainement, un miracle se produit. Le dos du monstre est soudainement transpercé par plusieurs lames et il s'écrase lourdement au sol. Ma mère échappe ainsi à ce désastre. Bien que soulagé que ma mère ne soit pas blessée, je me demande d'où viennent ces lames qui ont transpercé le monstre. Mais l'action de ma mère me donne la réponse. Elle pointe le monstre tremblant au sol et me demande ce qu'est cette chose monstrueuse et ce que signifient ces lames anciennes flottant au-dessus de ma tête. Ce n'est qu'alors que je comprends. C'est le monstre à pointe osseuse qui a failli me tuer la dernière fois. Soudain, mon dos se gonfle de douleur, quelque chose fait saillie, puis une lame osseuse émerge de ma peau. J'essaie de contrôler ces lames osseuses et découvre que c'est bien mon pouvoir maintenant. Je comprends enfin clairement mon pouvoir de gloutonnerie. Mon pouvoir n'est pas seulement que les monstres que je mords ne peuvent pas se régénérer, je peux aussi dévorer et acquérir leurs capacités. Je peux maintenant utiliser la capacité de ce monstre à pointes osseuses de la dernière fois. Peut-être que j'ai une chance de vaincre ce type devant moi et ce monstre est toujours allongé par terre. Il n'a pas l'air si fort. Est-ce vraiment le type que l'équipe de la montagne Inwang n'a pas pu attraper? Mais avant que je puisse
puisse réfléchir davantage, le miroir sur le front du monstre scintille soudainement. Puis, tout comme moi il y a quelques instants, d'innombrables lames d'os émergent de son dos. Alors que je suis encore sous le choc, il lance soudainement une attaque. Incapable d'esquiver à temps, d'innombrables lames d'os transpercent mon corps. Mais plus que la douleur, je veux savoir pourquoi cette chose peut utiliser la même capacité que moi, alors que le monstre s'approche de moi pas à pas, le miroir au-dessus de sa tête scintille à nouveau. Ce qui s'y reflète, c'est en fait ma silhouette. À cet instant, j'ai une hypothèse. Je tends la main et fais un geste de claquement, et ce monstre fait exactement le même mouvement. La capacité de cette chose est en effet de mimer les capacités de celui qu'elle combat, bien que je comprenne que la capacité de l'adversaire est la mimique miroir, la sécurité de mes parents est la priorité absolue en ce moment car ce sont des gens ordinaires. Les blessures dans le sable jaune ne guériront pas d'elles-mêmes. Si le monstre miroir utilise des lames d'os pour des attaques indiscriminées, je le regretterai toute ma vie. Je me positionne rapidement devant ma mère et leur dis de se dépêcher de trouver un endroit pour se cacher. Ma mère demande « Et moi ?» Je souris et dis « Ne suis-je pas un fonctionnaire qui protège les civils ?» Puis je soulève ma chemise en disant que je ne me blesserai pas. Je lui dis de se cacher sans s'inquiéter. Sinon, avec elle ici, ma situation devient très dangereuse. Après avoir dit cela, je me précipite vers le monstre miroir qui approche et j'enlace fermement son corps, continuant à avancer jusqu'à ce que nous tombions tous les deux de la falaise ensemble. Parce que je sais clairement que faire se cacher ma mère ne suffit pas, seulement en éloignant le monstre d'eux, seront-ils suffisamment en sécurité. De cette façon, même si je meurs au combat, ils auront assez d'espoir de survie. Mais comment une mère pourrait-elle ne pas avoir le cœur brisé? Elle crie mon nom pour essayer de m'arrêter, mais il est déjà trop tard. Seuls les cris des oiseaux effrayés peuvent être entendus. Pendant ce temps, la nouvelle recrue de l'équipe de la montagne, Inwang, reçoit enfin du renfort. Les arrivants ne sont autres que les frères Wang Il et Yong In, venus de la ville S. Jang-in lui demande pourquoi il n'a pas pu attraper le monstre. La nouvelle recrue répond en tremblant que cette chose est terrifiante. À part lui, toute l'équipe de la montagne Inwang a été anéantie. Wang Il se caresse le menton, très perplexe. Il demande comment un monstre de niveau 5 a pu anéantir une équipe avec un utilisateur de capacité de niveau 7. Quelle est exactement la capacité de ce monstre? Miroir? C'est un miroir? Il peut imiter les capacités de n'importe qui. Après avoir obtenu les informations qu'il voulait, Wang Il et Jang-in suivaient les indications du nouveau recrue jusqu'à l'endroit où l'équipe de la montagne Inwang a été anéantie, mais la scène devant eux les choque énormément. D'innombrables monstres miroirs couvrent tout le sommet de la colline. L'esprit de Jang-in est plutôt simple. Il ne parvient toujours pas à comprendre comment il peut y avoir autant de monstres identiques ici. Mais Wang Il est l'opposé, compensant les lacunes de son frère. La capacité du chef de l'équipe de la montagne Inwang est l'auto-réplication. Ce monstre miroir a dû le mimer. Tant qu'ils éliminent le corps original, les autres clones disparaîtront aussi. Mais alors que Wang Il réfléchit à quel est l'original, son frère imprudent a déjà chargé en avant avec impatience, en criant « Peu importe !» Tuez-les tous. En regardant son frère sans cervelle, Wang Il se sent soudain exaspéré, car il découvre que le corps original de ces monstres miroirs n'est pas parmi eux. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à ce moment-là, le corps original du monstre est en train de se battre contre moi. Le monstre miroir ouvre sa bouche grande, absorbant continuellement du sable jaune. En quelques secondes, ses blessures précédentes se sont complètement guéries. En voyant sa capacité de récupération terrifiante, je pense, je ne peux plus le laisser se rétablir tranquillement. En pensant cela, je lance toutes mes lames d'os sur le monstre. Mais de manière inattendue, je deviens un maître des ratés, pas un seul coup réussi. En revanche, le monstre miroir contrôle nonchalamment une seule lame d'os, et ce tir unique transperce précisément mon bras. Ce contraste énorme fait bouillir mon sang. Je lance à nouveau des lames d'os sur lui. Je ne crois pas que je ne puisse pas le toucher une fois. Heureusement, cette fois, avec l'avantage numérique, je réussis un coup. Mais cette lame ne cause pas beaucoup de dégâts au monstre miroir. En fait, la blessure guérit en un instant. Je maudis intérieurement. Bien que ce soit la même capacité, nos vitesses de récupération diffèrent énormément. Mais même dans cette bataille inégale avec un tel écart de puissance, je crois toujours que je serai celui qui restera debout à la fin, parce que Kang Shana m'a dit d'un jour que j'ai la récupération la plus forte de l'équipe humaine, bien que par rapport aux monstres, je sois encore un peu en retard. Mais ce que je partage avec les monstres, c'est ceci. Tant que ma tête ne tombe pas, je ne mourrai pas. Tant que je n'ai pas peur de combattre des monstres, j'ai encore une chance. De plus, il me reste une dernière carte maîtresse. À ce moment, le comportement ascendant du monstre me donne une opportunité. Je tiens fermement une lame d'os avec ma main gauche. Avec ma main droite, je fais un geste, lançant toutes les lames d'os restantes sur le monstre. Bien sûr, comme prévu, aucune ne touche. Mais la prochaine lame est un coup fatal. Saisissant la dernière lame d'os à deux mains, je saute en bas, poignardant férocement vers la tête du monstre, pensant, si je ne peux pas le tirer, je vais le poignarder directement. Mais juste au moment où ce coup fatal est sur le point de réussir, le monstre miroir le bloque avec ses dents. En même temps, il attrape mon coup d'une main me soulevant en l'air. Puis, il saute soudainement de la falaise. En m'utilisant comme bouclier humain, il me projette violemment au sol. L'impact puissant, combiné à son bras qui me serre fermement, m'empêche de respirer. Je mords mes lèvres, essayant d'utiliser ma capacité de gloutonnerie. Mais en ce moment, je ne peux même pas bouger, encore moins utiliser la gloutonnerie pour le mordre. Mais à cet instant, le miroir au-dessus de la tête du monstre scintille à nouveau. Il mord en fait mon cou en premier, la douleur intense me fait crier fort. Cependant, je profite de cette occasion pour sortir la lame d'os de mon dos et la planter dans le cou du monstre. Après m'être relevé, je ne comprends pas pourquoi il m'a soudainement mordu. Il aurait pu simplement écraser mon cou et me tuer, mais avant que je puisse réfléchir davantage, je me sens étourdi et désorienté. La blessure où le monstre m'a mordu n'est pas encore guérie. Le sang coule toujours. Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse même imiter mon pouvoir de gloutonnerie. En regardant le sang qui coule à flot, je me demande combien de temps une personne peut tenir en saignant continuellement. Il n'y a pas de temps, je dois la battre avant de tomber. Même si je meurs, je ne peux pas échouer à protéger ne serait-ce qu'une seule personne. Je serre fermement la lame d'os dans ma main, bien que mon corps vacille, je fonce toujours sur le monstre sans hésitation. Le monstre miroir est vraiment un excellent imitateur. Ses
mouvements sont presque identiques aux miens, mais certaines choses ne peuvent être imitées par une bête. La lame d'os que le monstre miroir tient transperce mon corps, tandis que je lance la lame d'os que je tiens en l'air au-dessus et la fais flotter en l'air. J'enroule mes bras autour de toute la taille du monstre, le tenant fermement. Puis j'active pleinement la capacité du monstre à pointes osseuses, faisant en sorte que toutes les lames d'os éparpillées se dirigent vers nous deux. Le son des lames d'os perçant la chair résonne continuellement dans mes oreilles. Même lorsque les monstres et mon corps sont criblés de trous, je ne lâche toujours pas prise, car le coup fatal n'est pas encore tombé jusqu'à ce que la lame d'os lancée en l'air montre son pouvoir à ce moment. D'un seul coup, elle tranche la tête du monstre. Ce n'est qu'alors que je relâche son corps. Je m'effondre au sol, haletant fortement. J'ai survécu à cette bataille, c'est aussi la première fois que je tue vraiment un monstre. En tuant le monstre miroir, ses clones commencent également à se dissiper. Jongin regarde les monstres se transformer progressivement en poussière, perplexe. Les clones disparaissent tous. Avons-nous déjà tué le corps original? Mais cette réponse est réfutée par Wang Il. Mon frère stupide, le corps original a été tué par quelqu'un d'autre. Mais qui pourrait être cette personne? Après avoir tué le monstre miroir, l'effet de gourmandise sur mon cou cesse également. Les blessures sont toutes guéries. Mais juste au moment où je bouge mes pieds, prêt à aller chercher ma mère, soudain une voix disant « Dévore !» résonne dans mes oreilles, me figeant sur place. Un souvenir que je n'ai pas apparaît dans mon esprit. Dans le souvenir, mon père pointe devant, répétant sans cesse « Dévore, dévore !» Je ne comprends pas pourquoi il continue de me dire de dévorer. Que veut-il exactement que je dévore? Cependant, ce souvenir me fait remarquer le monstre au sol. Si je dévore sa chair, je peux acquérir sa capacité grâce à la gourmandise. Et j'ai personnellement expérimenté à quel point cette capacité de mimétisme miroir est puissante. Alors que j'hésite à essayer, les mots du chef d'équipe Ko Deokman de ce jour-là résonnent dans mon esprit. Dans un an, des monstres s'abattront sur le monde. Quand ce jour viendra, si je veux protéger ma mère, je dois dévorer le monstre devant moi. En pensant cela, je m'accroupis au sol et avale des morceaux de la chair du monstre. À partir de maintenant, si je rencontre des monstres puissants, je dois les dévorer aussi, non seulement pour moi, mais pour ma mère, ou plutôt pour le monde entier. Après avoir trouvé ma mère, je l'emmène immédiatement à l'hôpital. Comme la vieille dame avant, ma mère ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé dans le sable jaune. C'est une caractéristique majeure des gens ordinaires. Après la disparition du sable jaune. Pour convaincre davantage ma mère, je lui dis qu'elle s'est évanouie sur la montagne et je lui montre sur mon téléphone les fausses nouvelles du gouvernement lui disant de ne plus aller à la montagne. Mais l'expression de ma mère devient très abattue. Elle dit que quelqu'un a vu une personne qui ressemblait beaucoup à mon père à la montagne Inwang. C'est pourquoi elle est montée sur la montagne. En y réfléchissant, mon père a aussi disparu sur une montagne. Aurait-il rencontré un monstre? À cet instant, un autre souvenir perdu s'insère dans mon esprit. Je vois mon moi enfant fixant l'arbre d'un air absent, comme si je regardais quelque chose. Soudain, une goutte de sang frais tombe sur mon visage. Mes yeux deviennent instantanément terrifiés. Et dans cet arbre, il y a un monstre en forme de loup couvert de bouche, tenant dans ses mâchoires un homme dont le visage est méconnaissable. Mon cœur bat la chamade. L'apparition soudaine de ce souvenir est exactement comme la dernière fois dans les montagnes. Avant que je puisse réfléchir davantage, ma mère m'interrompt. Elle demande pourquoi mon teint est si mauvais si le travail est très fatigant. Je réponds rapidement, lui disant de ne pas s'inquiéter, je me suis déjà adapté. Et après avoir vécu cet incident, j'ai aussi décidé de continuer en tant que fonctionnaire spécial. La première chose que je fais en revenant au bureau de l'équipe de l'île de Ganghwa, c'est de me faire gronder par la responsable Yoon Ji-won. Elle me demande où j'ai disparu hier sans un mot. Eden, comme toujours, se moque de moi, disant que je me suis sûrement enfui par peur. À cela, je ne peux que m'excuser à plusieurs reprises sur le côté, mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Kang Chana se lève soudainement et parle en ma faveur. Elle dit qu'hier, elle a vu que je ne me sentais pas bien, alors elle m'a laissé rentrer chez moi en premier, elle a oublié de le signaler. Yoon Ji-won écarte ses cheveux et demande quel genre de blague c'est. Comment a-t-elle pu oublier quelque chose comme ça? Est-ce que ta performance précédente excellente nous a fait te gâter trop? Kang Chana répond qu'elle ne se souvient pas d'avoir été gâtée instantanément, l'atmosphère devient tendue, et à ce moment-là, une alerte monstre retentit à nouveau. Kang Chana enfile immédiatement son uniforme de travail et dit qu'elle va d'abord s'occuper de ce monstre de niveau 2 et qu'elle continuera d'écouter les réprimandes à son retour. Je me lève aussi à ce moment-là et dis « Je veux y aller aussi ». Ce revirement soudain de comportement laisse toute l'équipe de l'île de Ganghwa complètement stupéfaite. Tout comme ça, Kang Chana emmène Yeoseok et moi à la montagne. En chemin, je remercie Kang Chana d'avoir pris la réprimande pour moi. Kang Chana demande « N'ai-je pas fui à cause de ce qu'elle a dit ?» et demande pourquoi je suis revenu. En entendant cela, je dis très sérieusement que je suis prêt à combattre les monstres. Et à ce moment-là, du sable jaune se répand. Ce monstre de niveau 2 apparaît. Bien que les monstres de niveau 2 soient faibles, Kang Chana nous avertit tout de même d'être prudent, ne le sous-estimez pas à cause de son niveau. L'équipe de la montagne Inwang a été complètement anéantie par un simple monstre de niveau 5. Yeoseok continue en disant « Heureusement, des gens du siège de la ville S sont venus s'en occuper. Sinon, les conséquences seraient inimaginables. Ils sont vraiment dignes d'être un groupe de monstres d'utilisateurs de capacité de niveau 7 et plus. » Vraiment impressionnant. En entendant cela, je suis complètement perplexe. Clairement, c'est moi qui ai abattu ce monstre. Comment cela leur a-t-il été attribué? Bien que je veuille vraiment parler et obtenir leur reconnaissance, à cause de l'incident du départ anticipé, je n'ose toujours pas le dire. Cependant, ce monstre de niveau 2 devant nous se comporte très étrangement. Il continue de se frotter les aisselles. Voyant cela, je me place devant Kang Chana et Yeoseok. Veuillez reculer et laissez-moi m'en occuper. Yeoseok me regarde avec un certain scepticisme. Il dit « Je ne suis qu'un utilisateur de niveau 1, puis-je battre un monstre de niveau 2 ?» En entendant cela, je pointe mon pouce vers moi et dis « Laissez-moi faire ». Sur ce, je repousse mes cheveux. Un miroir apparaît clairement sur mon front. Alors que le miroir scintille, j'active la capacité du monstre
miroir face au monstre de niveau 2 qui vient d'apparaître, je m'avance et protège tout le monde derrière moi en disant « Je vais m'occuper de ce monstre ». Puis je remets mes cheveux en arrière, pensant qu'il est enfin temps de montrer ce que je peux faire. Je dois leur prouver que je ne suis plus la personne la plus inutile de l'équipe. Alors que le miroir sur mon front scintille, la capacité du monstre miroir s'active, car la capacité du monstre miroir est de copier le pouvoir de l'adversaire. Alors mes mains tendues se glissent soudainement sous mes aisselles, et tout comme le monstre devant moi, je commence à frotter frénétiquement mes aisselles. Vague après vague, une odeur nauséabonde émane de sous mes bras. Le monstre de niveau 2 renifle avec ses narines et fronce légèrement les sourcils. Il réalise que cette odeur ne lui appartient pas et n'aurait jamais pensé que quelqu'un oserait lancer une attaque de puanteur contre lui. Avec cette pensée, il commence à agiter ses bras frénétiquement, déchaînant une rafale interminable de puanteur vers moi. Cette attaque de puanteur est vraiment extraordinaire, elle fait pleurer les yeux et pique le nez, tout en dégageant une odeur nauséabonde, semblable à celle des égouts. Mais je ne peux absolument pas abandonner, car une fois que je me rends, je ne gagnerai jamais la reconnaissance de l'équipe. Avec cette pensée, je bouge, en balançant mes bras, augmentant la puissance. Quand les titans s'affrontent, les gens ordinaires souffrent. Nam Hyo-seok couvre désespérément sa bouche et son nez, essayant de s'isoler complètement de cet air, car il réalise que la capacité de ce monstre est l'odeur des aisselles, une odeur comparable à des armes biologiques. Kang Chana à côté de lui est dans un état encore pire, presque évanoui à cause des fumées, son corps vacillant prêt à s'effondrer à tout moment. Voyant cela, il soutient rapidement Kang Chana, se plaignant qu'en tant qu'utilisatrice de capacité de niveau 7, comment peut-elle être abattue par une petite odeur? En plein combat, je jette un coup d'œil en arrière et réalise que leur situation n'est pas bonne. Si cela continue, nous pourrions tous les trois tomber ici. Je dois terminer ce combat rapidement. Avec cette pensée, j'accélère mes mouvements de main, lançant une offensive olfactive encore plus féroce. À ce moment, ce n'est plus un simple combat. C'est un bombardement magique. Il n'y a pas de choc de poing ni de friction de lame ici. Ce que nous comparons, ce n'est pas la force ou le pouvoir, mais la vitesse de main la plus pure et la tolérance à la puanteur. Mais à la fin, ma vitesse de main unique de toute une vie s'avère supérieure. La puanteur que je déchaîne comme des vagues gigantesques engloutit complètement le corps entier du monstre. Enfin, cette bataille se termine avec le monstre de l'odeur des aisselles fumigé à mort. Je reste sur place, avalant de l'air frais. Puis je tourne la tête et annonce à j'ai gagné cette bataille, mais ils ne peuvent pas être heureux du tout. Au lieu de cela, ils affichent tous des expressions complètement défaites. Après avoir affronté le monstre de l'odeur d'aisselle, nous nous dirigeons tous les trois vers la rivière pour nous laver et enlever l'odeur Kang. Chana me demande curieusement si dévorer un monstre avec la capacité de gloutonnerie me permet d'absorber son pouvoir. J'essuie le coin de ma bouche et lui dis qu'elle a raison. Le dernier monstre que j'ai dévoré avait la capacité de mimétisme, donc je peux utiliser la même capacité que le monstre de l'odeur d'aisselle pendant ce temps. Nam Hyo-seok éclate soudain de rire. Il dit que j'ai commencé avec une posture si grandiose, mais que j'ai fini par attaquer avec une odeur d'aisselle. Cette capacité est vraiment bizarre. En entendant cela, je me sens quelque peu honteux, mon visage devenant rouge. Kang Chana pose sa main sur mon épaule, disant que j'ai bien fait et que j'ai vraiment grandi par rapport à avant. Puis elle me dit de me reposer ici, pendant qu'elle et Nam Hyo-seok vont vérifier si l'alarme du détecteur de sable jaune a été levée. Les regardant partir, je m'assois par terre, l'air agacé. C'était censé être une occasion de les impressionner, mais j'ai dû rencontrer un monstre aussi bizarre. Super, au lieu d'avoir l'air cool, je me suis complètement ridiculisé. Juste au moment où je me sens déprimé, une ombre bloque la lumière du soleil, couvrant tout mon corps. Je me retourne pour regarder, pensant que Nam Hyo-seok et les autres sont revenus, mais à ma grande surprise, la personne n'est autre que Jang Il-doo, l'utilisateur de capacité le plus puissant du monde. Il se penche et me demande si moi, un utilisateur de capacité de niveau 1, ai tué le monstre de niveau 5 à la montagne Inwang. En entendant cela, je hoche la tête et lui demande comment il le sait, mais il tend directement la main, disant qu'il veut me recruter au siège de la ville S et me demande si je sais quel genre d'endroit est le siège de la ville S. Je suis surpris, je recule et dis que j'ai entendu dire que c'est là que se rassemblent les utilisateurs de capacité les plus remarquables. Mais pourquoi voudrait-il qu'un utilisateur de niveau 1 comme moi rejoigne? Jang Il-doo sourit malicieusement, disant qu'il peut voir le potentiel d'une personne. Mais quitter soudainement l'équipe de l'île de Gangwa pour le quartier général serait un manque de respect envers le chef d'équipe Ko Dokman et les autres. Alors je lui dis que j'ai encore besoin d'y réfléchir. Ensuite, Jang Il-doo retourne au siège avec Ryu Eun-jin, se dépêchant derrière lui. Elle demande où il est allé pour retarder la réunion. Jang Il-doo répond qu'il y a un gars qui a attiré son attention. Ryu Eun-jin demande avec une certaine confusion si c'est son fils. Elle se souvient que ce gars s'appelle Eden, mais Jang Il-doo dit non. Depuis qu'il a divorcé de la mère d'Eden, les deux ne se sont jamais revus. Celui qui l'intéresse n'est pas son fils, mais moi, ce nouveau venu Ryu Eun-jin demande alors s'il pense toujours que la dernière anomalie de monstre est liée à un nouveau venu. En entendant cela, Jang Il-doo lui dit avec certitude que son instinct le lui dit. Pendant ce temps, je retourne au centre de réponse de l'île de Gangwa, extrêmement heureux. Non seulement j'ai été reconnu par la personne la plus compétente, mais j'ai aussi l'opportunité de faire rapport au siège de la ville S à tout moment. Mais juste au moment où je me sens heureux, je suis de nouveau capté par le regard mélancolique d'Eden. Il dit pourquoi je souris toute la journée, tellement agaçant. Il dit aussi qu'un incompétent de niveau 1 comme moi aime probablement rester au bureau parce que j'ai peur. En entendant cela, je ne choisis pas de l'endurer cette fois. Je demande sarcastiquement qui est incompétent. N'était-ce pas parce que ses compétences n'étaient pas suffisantes qu'il ne pouvait pas aller au siège de la ville S? Après avoir entendu cela, Eden se lève furieusement. Je pense qu'il va m'attaquer, mais de manière inattendue. Sa réplique: un gars qui ne sait utiliser que l'odeur des aisselles frappe directement mon point faible. Mon visage devient instantanément rouge et je demande comment il le sait. Le coupable est bien sûr Nam Hyo-seok, qui montre actuellement au chef d'équipe comment j'ai combattu le monstre de l'odeur des aisselles ce jour-là. Cela provoque l'éclat de rire de tout le bureau à mes dépens. À ce moment-là, la manager Yoon apparaît à côté de moi, les arrêtant bruyamment de rire à mes dépens, disant que j'ai fait du bon travail cette fois-ci. Mais juste au moment où je suis ému, sa phrase suivante frappe encore plus fort mon point faible. Elle dit qu'avant je ne pouvais que me cacher dans la salle de bain et maintenant je peux tuer un monstre en solo.
Quel grand progrès! Après avoir entendu cela, j'ai l'air abattu parce que c'est encore plus embarrassant que ce que les autres ont dit. De plus, en voyant l'expression indifférente de Kang Chana, je ressens en fait que c'est aussi une moquerie silencieuse, ce qui me dérange encore plus. Je me dis que j'ai déjà été étiqueté comme incompétent ici. Juste au moment où je m'apprête à appeler Jong Il-dyu pour me rendre au siège de la ville S pour un nouvel avenir, l'alarme de monstre de niveau 2 retentit à nouveau Kang Chana, comme d'habitude, et la première à se lever, disant qu'elle va s'en occuper. Mais cette fois, Eden lui attrape le bras et lui dit sérieusement qu'il doit y aller cette fois, il s'ennuie à mourir ici. Il incline aussi la tête en arrière et me dit de venir avec lui, affirmant qu'il me fera découvrir le monde et me montrera comment un utilisateur de capacité de niveau 7 s'occupe des monstres. Bien que je ne veuille pas passer une seconde de plus avec ce cinglé, puisque c'est une mission, je ne peux que l'accompagner. Mais après être arrivé sur les lieux, la situation empire, car cette fois, le sable jaune s'infiltre de l'intérieur d'une maison, ce qui signifie que le monstre se cache à l'intérieur. Et lorsque nous poussons la porte et entrons, nous découvrons que la concentration de sable jaune à l'intérieur est encore plus dense qu'à l'extérieur. Ce n'est certainement pas juste une alerte de niveau 2, c'est probablement de niveau 4, ou même plus, contrairement à l'intrépidité d'Eden, j'avance avec une extrême prudence, car il y a trop de pièces vides ici. Le monstre pourrait surgir et attaquer de n'importe où, jusqu'à ce que nous arrivions à une porte qui siffle et laisse échapper du sable jaune. Eden dit, en jugeant par la situation, que le monstre devrait être dans cette pièce. Après avoir dit cela, il tourne la poignée de la porte, mais constate qu'elle ne s'ouvre pas. Il devine qu'elle est verrouillée de l'intérieur. À ce moment-là, je bloque rapidement son chemin en disant « Attends avant de l'ouvrir ». Si un monstre de haut niveau sort, nous sommes finis, mais Eden me pousse de côté, me disant de ne pas gêner. Il pense que puisque ça ne s'ouvre pas, il va simplement tout fracasser. Après avoir dit cela, il claque des doigts et active son pouvoir. Pendant un instant, je pense que la porte va se briser directement, alors je fais un geste défensif. Cependant, cette porte reste parfaitement intacte, sans même un bruit. Eden a l'air perplexe, cela ne devrait pas se produire, alors il regarde par le trou de la serrure et découvre qu'il y a effectivement un monstre à l'intérieur, et pour une raison quelconque, dans la pièce apparemment vide, le monstre est recroquevillé comme s'il avait peur, tout son corps accroupi dans le coin. Voyant que je peux observer la situation de la pièce à travers le trou de la serrure, je me penche aussi pour jeter un coup d'œil. Je suis un peu confus quant à la raison pour laquelle ce monstre s'enfermerait dans une pièce. Je suppose qu'il n'est probablement pas très puissant. Cependant, Eden me traite d'idiot, disant que le sable jaune à l'intérieur est de niveau 7 ou plus. C'est un type très dangereux. En entendant cela, mon cœur fait un bond. N'avait-on pas dit que des endroits éloignés comme l'île de Ganghwa n'avaient que des monstres relativement faibles? Pourquoi des monstres de niveau 7 et plus viennent-ils ici aussi? Mais Eden dit que c'est la première fois depuis son arrivée ici qu'il sent son sang bouillir, car il peut enfin affronter un adversaire redoutable. En regardant son expression psychotique, je sais que ce type a perdu la tête. Même si nous unissons nos forces, nous pourrions ne pas survivre. Nous devons d'abord sortir et avertir le quartier général. Alors, je tourne la poignée de la porte, prêt à l'ouvrir et à partir, mais je découvre que la porte de sortie ne s'ouvre pas non plus. J'essaie de l'ouvrir en la percutant avec mon corps, mais cela ne fonctionne toujours pas. Tout comme la porte derrière laquelle le monstre se cache, elle ne s'ouvre pas. Alors que je me demande si c'est l'aptitude du monstre dans la pièce, Eden commence à attaquer frénétiquement la porte de la pièce, criant à ce monstre reclus de sortir et de l'affronter, mais il se casse les 10 doigts, activant son pouvoir 10 fois. Pourtant, cette porte ne montre même pas une seule fissure. Pendant ce temps, j'essaie aussi de forcer d'autres issues que la porte, mais que ce soit les portes, les fenêtres ou les murs, tout est devenu incroyablement dur et impossible à briser. Cela me rend encore plus certain que nous piéger à l'intérieur et la capacité de ce monstre reclus. Incapable d'attaquer ou de m'échapper, je ne peux qu'espérer que d'autres membres de l'équipe de l'île de Ganghwa viendront nous sauver. Pendant ce temps, au centre de réponse de l'île de Ganghwa, le chef d'équipe Kao Deokmin frappe soudainement la table, disant qu'il s'est passé quelque chose d'important. Mais ce qu'il entend par important, ce n'est pas qu'Eden et moi ne sommes pas encore revenus, mais qu'il a oublié d'aller à la ville F pour l'entraînement de groupe. Immédiatement, les membres de l'équipe se précipitent pour rassembler. Après avoir tout terminé, les membres de l'équipe pensent qu'ils peuvent enfin pousser un soupir de soulagement. À ce moment-là, Nam Jo-seok réalise soudainement qu'Eden et moi sommes partis depuis 3 heures et ne sommes pas revenus. Cela donne à Yoon Ji-won, qui buvait tranquillement un café il y a une seconde, un mal de tête. Elle dit qu'il n'aurait pas dû laisser partir 2 débutants. Après avoir dit cela, elle demande à Nam Jo-suk de l'accompagner pour vérifier, tandis que Kim Ye-bok et Kang Chana restent pour diriger les autres. Mais Kang Chana sent que quelque chose ne va pas dans la situation. Elle se lève, enfile sa veste et insiste pour y aller aussi. Voyant cela, Yoon Ji-won s'approche de son oreille et demande doucement si la scène cette fois est près de cet endroit. Tu es vraiment d'accord? En entendant cela, Kang Chana attrape sa veste et se déplace en premier. Ne t'inquiète pas, je vais bien, allons-y vite. Bientôt, ils arrivent sur les lieux. Juste au moment où ils se demandent où Eden et moi sommes, Nam Jo-suk voit 2 silhouettes floues s'approcher du fond du couloir. À ce moment-là, Eden et moi courons frénétiquement vers eux, criant de ne pas fermer la porte, mais nous sommes encore un pas trop tard. La porte est déjà fermée. En voyant cela, Eden et moi nous sentons quelque peu brisés à l'intérieur. Yoon Ji-won regarde nos visages abattus et demande ce qui s'est passé, puis je leur raconte tout, un par un. Après avoir entendu cela, Kang Chana nous dit de reculer. Elle veut essayer. Après avoir dit cela, son bras commence à se condenser en métal. En quelques secondes, une lame métallique se forme. Kang Chana frappe la porte de toutes ses forces, mais la porte reste parfaitement intacte. Ensuite, Yoon Ji-won retrousse ses manches, voulant essayer aussi. Son pouvoir est celui du monstre araignée. Son idée est d'utiliser la petite taille de l'araignée pour ramper à travers le trou de la serrure dans la pièce. Mais même ainsi, le trou est encore trop petit, l'araignée ne peut pas entrer du tout. Voyant que tout le monde a montré ses capacités, Eden dit à Nam Jo-seok de ne pas juste regarder et de nous montrer si son aptitude peut être utile.
tranquille. Mais Namjo Seok dit que son pouvoir n'est pas de type offensif. Et maintenant, à part le chef d'équipe Ko Deok-min et le manager Kim Ye-bok, tous les autres membres de l'équipe sont déjà là et le chef d'équipe est parti pour une formation de groupe et ne reviendra que demain. Le seul qui peut venir nous sauver maintenant est le manager Kim Ye-bok. Mais à ce moment-là, une silhouette apparaît soudainement et nous surprend. À notre surprise, cette personne est le manager Kim Ye-bok. Il dit que comme nous n'étions pas revenus, il est venu vérifier. Ensuite, nous passons à nouveau par la situation et l'expliquons à Kim Ye-bok. Après avoir entendu cela, Kim Ye-bok s'accroupit également pour regarder à travers le trou de la serrure la situation à l'intérieur, juste au moment où Yoon Ji-won lui demande s'il a un moyen de la gérer. Le manager Kim Ye-bok s'allonge directement par terre. Ce comportement étrange nous fige complètement pendant 3 secondes. Je m'avance et demande quel genre de mouvement c'est. On dirait qu'il vient de s'allonger et de s'endormir. Yoon Ji-won écarte les mains, disant qu'elle ne sait pas non plus. Le manager Kim s'occupe principalement des affaires internes, et elle ne l'a jamais vu utiliser sa capacité. Alors que tout le monde est perdu, Nam Jo-suk souligne le problème en disant « Ne trouvons-nous pas cela étrange ? Ce monstre refuse de sortir, alors comment compte-t-il nous tuer ?» Et à ce moment-là, toute la maison se met soudainement à trembler violemment. Kang Chana se précipite rapidement dehors, disant que le bruit vient de la pièce intérieure. Quand tout le monde arrive, la scène devant nous choque énormément, la pièce intérieure rétrécit violemment. Eden crie, disant qu'il comprend maintenant le but du monstre reclus. Il prévoit de faire disparaître toute la maison, sauf son propre espace, nous tuant ainsi. Et à ce moment-là, le monstre reclus à l'intérieur de la pièce commence réellement à se diviser. Voyant la pièce intérieure rétrécir de plus en plus, Kang Chana se mord le doigt, forme une lame en métal et se précipite en avant. Elle coince la lame à la jonction des murs de la pièce, essayant d'arrêter la pièce qui rétrécit constamment. Mais bientôt, des fissures apparaissent sur la lame en métal. Kang Chana continue de mordre son doigt fort, laissant le sang couler pour renforcer la lame. Mais c'est très dangereux, car une fois que la lame est brisée, le morceau volant pourrait directement lui trancher la tête. De plus, la pièce continue de rétrécir. Si elle ne lâche pas et ne s'échappe pas rapidement, elle sera écrasée à mort. Juste au moment où Yoon Ji-won crie à Kang Chana d'arrêter, je me précipite et l'arrête directement, alors que la lame de métal se casse en deux avec un craquement. Les yeux de Kang Chana se remplissent progressivement de désespoir. Des larmes s'échappent silencieusement de ses yeux, mais ses pupilles restent fixées sur la fresque qui est progressivement engloutie. Juste au moment où toute la pièce intérieure est sur le point d'être complètement effacée, je tiens Kang Chana et sors à temps. À ce moment-là, les tremblements dus à la compression de la pièce s'arrêtent également, et Kang Chana s'évanouit à cause d'une perte de sang excessive. Je ne comprends pas très bien, alors je demande à Yoon Ji-won pourquoi Kang Chana irait aussi loin. Yoon Ji-won dit que c'est en fait la maison de la grand-mère de Kang Chana, c'est ici qu'elle a perdu sa grand-mère et son petit frère, survivant seul et acquérant son pouvoir. Il s'avère qu'il y a 4 ans, elle vivait dans une famille heureuse, et la raison pour laquelle elle vient de... Donc c'est ce qui s'est passé. Mais la chose la plus importante en ce moment est de savoir comment sortir, car nous ne savons pas si la prochaine compression fera disparaître toute la maison. Nous devons agir avant que les murs ne bougent à nouveau, et les petites fissures sur le mur devant nous deviennent notre espoir. Nous essayons de creuser continuellement les fissures avec de petits couteaux en essayant de les élargir. Nous prenons des tours toute la nuit et tout le monde est épuisé. Même Kang Chana, qui vient de se réveiller, se joint à nous. Je me gratte la tête et dis à Kang Chana que j'ai entendu dire que c'est la maison de sa grand-mère. Même si personne n'y vit, elle a l'air très propre. Il semble qu'elle revienne régulièrement pour nettoyer. Mais Kang Chana dit qu'elle attend le monstre qui a tué sa famille. Je lui demande comment elle sait que ce monstre reviendra, car ce monstre est différent des autres monstres dans sa mémoire. Les monstres qui sont apparus chez elle n'étaient pas seulement le monstre à lame de métal, il y avait aussi un monstre qui ressemblait presque à un humain. Il semblait avoir un certain but et même de l'intelligence, contrairement aux autres monstres qui veulent simplement prendre des vies, et dans un an, quand les monstres envahiront le monde, ce type réapparaîtra certainement. C'est aussi pourquoi elle est restée sur l'île de Ganghwa. À ce moment-là, la maison commence à rétrécir et à trembler à nouveau. Nous ne pouvons que nous déplacer dans le couloir. À l'aube, cette maison a rétréci d'un tiers. Toute la nuit nous laisse à bout de souffle. Juste au moment où je pense que nous pouvons nous reposer un peu, la maison commence à trembler à nouveau. Je regarde le directeur Kim, toujours profondément endormi à proximité. Je veux le réveiller pour que nous puissions nous cacher ensemble. Mais le directeur Kim se lève soudainement et la moitié de son visage est couverte de moisissures denses. Il dit qu'il pense que cela devrait être à peu près prêt. Après avoir dit cela, la porte fermée à clé s'ouvre soudainement. Le monstre reclus, la tête couverte de moisissures, sort en courant de douleur. Cette scène étonnante nous pousse à demander frénétiquement à Kim Ye-bok quelle capacité il a utilisé pour faire sortir de lui-même le monstre reclus, qui ne quitte jamais sa chambre. Il s'avère que sa capacité de monstre est la moisissure, également connue sous le nom de Chronic Killer. Cela prend juste beaucoup de temps pour agir. Donc après avoir placé de la moisissure dans la fente de la porte, il est simplement allé dormir. Nous balayons notre déception précédente, et tous louons son habileté qui est vraiment excellente. Mais à ce moment-là, Eden nous crie d'arrêter de parler. La situation semble empirer, car il semble y avoir plus d'un monstre reclus. Une horde de monstres reclus sort de la pièce. Je suis quelque peu terrifié, nous n'avons vu qu'un monstre à travers le trou de la serrure auparavant. Comment tant de monstres reclus sont-ils soudainement apparus? De plus, ce sont de véritables monstres de niveau 7. Comment pouvons-nous résister à leurs attaques? Alors que je pense à cela, l'armée recluse s'est déjà jetée sur nous. Voyant cela, Kang Chana active instantanément son pouvoir, formant une lame de métal tout en disant à Nam Jo-soo d'utiliser son pouvoir pour cacher les membres de l'équipe. L'aptitude de monstre de Nam Jo-soo et l'absence de présence. Dans le domaine qu'il crée, tout être vivant devient complètement inaperçu, réalisant un effet de dissimulation.
Après avoir dit cela, Kang Shana se précipite en avant avec sa lame de métal. D'un seul coup, elle met fin à la vie du premier monstre qui avance. Je pensais qu'avec sa lame dégainée, elle pourrait tous les trancher, mais de manière inattendue, le couloir étroit restreint ses mouvements. Le coup qui vient de tuer le premier monstre reclus fait que la lame se loge dans le mur, impossible à retirer. De plus, la lame en métal est connectée à tout son bras, elle ne peut plus bouger du tout maintenant. Voyant un monstre reclus marcher sur la lame et charger, je quitte à temps le domaine sans présence, saute en avant et mord le monstre, libérant Kang Shana de la crise. Et avec le pouvoir létal de gloutonnerie, je le mords à mort. Je découvre que bien que ces monstres reclus soient de niveau 7, leur puissance d'attaque et de défense ne correspond pas du tout à ce niveau. De plus, leur méthode d'attaque consiste simplement à se jeter et à mordre comme s'ils n'avaient pas l'intention d'utiliser des capacités. Mais avant que je puisse réfléchir davantage, Namju Seok crie de terreur que le plafond descend. Le monstre reclus va complètement comprimer et effacer le couloir. Voyant cela, j'avale un morceau de chair, voulant immédiatement activer la capacité du monstre reclus. Mais ce qui apparaît est toujours la capacité du monstre miroir. Mais sans avoir le temps de réfléchir à pourquoi cela se produit, j'utilise immédiatement le miroir pour imiter et copier la capacité du monstre reclus. Si le monstre reclus veut comprimer, alors je vais l'étendre. Un équilibre est atteint entre les deux forces. Mais à cause de cela, je dois maintenir cette position et je ne peux pas bouger. Cela donne une opportunité aux autres monstres et ils se jettent férocement sur moi. Mais au moment où les monstres sont à moins de 30 cm de moi, leur tête tourne de 760 degrés et se détache. Eden me maudit comme un idiot, demandant pourquoi je n'active pas l'aptitude du monstre miroir à l'intérieur de la barrière d'absence de présence de Namju Seok. Mais je lui dis de faire attention, car à cet instant, plusieurs monstres se sont accrochés à son corps et ont mordu son bras, l'empêchant d'activer son aptitude de claquement. À ce moment-là, une araignée massive apparaît soudainement. Ses griffes acérées transpercent directement les corps de ces monstres. Je ne m'attendais pas à ce que la petite araignée de Yoonji-Wan soit en fait une telle bête géante. En tant que soutien et commandant de l'équipe, Namju Seok dit immédiatement à Eden d'aller aider Kang Shana. Les deux s'occuperont de tuer les ennemis, tandis que lui et Yoonji-Wan me protégeront pour que l'espace ne s'effondre pas. Sans inquiétude, les deux utilisateurs de capacité de niveau 7 commencent à montrer leur prouesse. L'efficacité de mise à mort s'améliore sensiblement, mais le nombre de monstres reclus ne diminue toujours pas. À ce moment-là, Yoonji-Wan découvre le problème grâce à la détection de l'araignée. Les monstres reclus continuent de sortir de cette pièce où ils se trouvaient à l'origine. Cela confirme davantage mon soupçon que le monstre reclus a probablement plus d'une capacité, il a également une deuxième capacité de créer des clones. Parce que ces nombreux monstres reclus devant nous ne possèdent pas une force correspondant au niveau 7. Après avoir dit cela, j'abandonne la confrontation des capacités et je me précipite hors de la barrière d'absence de présence. Je crie à Eden et Kang Shana de me frayer un chemin sanglant. Eden et Kang Shana comprennent instantanément. Ils attaquent de toute leur force, tuant leur chemin jusqu'à la porte. Je saisis l'opportunité, bondis en avant et plonge dans la pièce. La situation ici est effectivement comme je l'avais prévu, remplie d'innombrables monstres, et le corps original du monstre reclus est accroupi dans le coin, se divisant continuellement. Il contrôle ses clones pour sortir et combattre à travers des fils rouges sur son dos, tout en se cachant dans la pièce sécurisée elle-même. Voyant cela, une rage sans nom s'enflamme dans mon cœur. Je lève mon bras. Si ça aime se cacher dans sa chambre, alors qu'il y reste pour toujours. Après avoir dit cela, j'utilise la capacité de reclus copiée par le monstre miroir. Je fais commencer cette pièce à s'effondrer et à se compresser, les effaçant complètement. Mais je dois aussi m'échapper d'ici avant que la pièce ne s'effondre complètement. Voyant le plafond descendre rapidement et l'ouverture de la pièce devenir de plus en plus petite, je cours de toutes mes forces, ne sachant pas si je pourrais sortir. Heureusement, à ce moment-là, Eden et Kang Shana ont complètement réglé le problème des clones reclus à l'extérieur et arrivent à temps, me tendant la main. Juste avant l'effondrement, j'attrape la main d'Eden, puis il me tire à temps. Avec un grand fracas, cette pièce est complètement supprimée et devient un mur. Avec cela, le monstre reclus est complètement éliminé. Nous célébrons cette victoire de survie contre toute attente. Cette fois, je reçois enfin de la reconnaissance, étant constamment félicité par eux. Mais alors que nous célébrons joyeusement, Kang Shana arbore une expression triste. Elle fixe la pièce intérieure disparue devant elle, incapable de revenir à elle-même pendant longtemps, car c'était le moment le plus précieux de sa vie. En regardant sa silhouette triste, j'ai l'impression que mon cœur est transpercé par quelque chose. Je dois faire quelque chose, mais le monstre reclus est mort et je ne peux plus utiliser le miroir. Le seul plan maintenant est d'utiliser la gloutonnerie. Dévorer la chair du monstre reclus sur le sol laisse la capacité du monstre reclus remplacer celle du monstre miroir, et utilise la capacité recluse pour restaurer la pièce avant que le sable jaune ne disparaisse complètement. Avec cette idée en tête, je ramasse le bras du monstre et mord dedans. Cela effraie Namju Seok qui recule à plusieurs reprises et demande ce que je fais, mais j'ignore sa question. Avant que le sable jaune ne disparaisse, j'utilise la capacité du reclus pour commencer à restaurer cette maison. Tout le monde regarde la scène avec stupéfaction. La gloutonnerie est-elle vraiment juste une capacité de niveau 1 ? Voyant la pièce sur le point d'être complètement restaurée, mais la quantité de sable jaune n'est pas suffisante. Juste au moment où je pense à tenir un peu plus longtemps, Kang Shana attrape mon bras et dit que c'est suffisant à cet instant. Ses yeux sont comme un arc-en-ciel après la pluie. À ce moment-là, elle semble être dans la fresque, vive et animée. Pendant ce temps, Ko Deokman revient de l'entraînement à F-City en portant du pain, mais il découvre que le bureau est complètement vide. Il a fait tant d'efforts pour apporter du pain pour tout le monde de F-City, mais ne sait pas où nous sommes allés. Il cherche dans chaque pièce, mais ne voit toujours personne. Mais à ce moment-là, le directeur Jang l'appelle. Ko Deokman répond au téléphone et demande ce qui se passe. Jang Kil-do dit qu'il m'a invité à rejoindre le siège, mais que j'ai refusé et demande à Ko Deokman s'il sait pourquoi.
Après avoir entendu cela, Code et Hawkman rit de bon cœur. Peut-être que ce gars s'est adapté à la vie avec notre équipe de l'île de Gangua. Et à ce moment-là, après une journée de tumulte, nous dormons profondément. Même en allant travailler le lendemain, je ne me suis pas remis. L'épuisement dû à la lutte contre le monstre reclus me fait me sentir complètement sans âme. Je ressens même que d'aller travailler est vraiment agaçant. À ce moment-là, une série de klaxons retentit. Une voiture de luxe blanche s'arrête soudainement à proximité. Et assis dans la voiture, c'est Eden. En pensant à la lutte d'hier pour la vie et la mort ensemble, je suppose que nous sommes maintenant des camarades de vie et de mort. Alors je le salue avec un sourire en disant « Puisque nous allons dans la même direction, pourquoi ne pas me donner un coup de main aussi ?» Mais ce type, Eden, affiche une expression de dégoût et dit « Dégage !» Puis il part à toute vitesse. Cela me fait me demander s'il essaie juste de se vanter devant moi. Nam Joo-seok apparaît soudainement derrière moi en disant qu'il est tellement jaloux qu'Eden conduise une voiture importée. Puis il ajoute qu'en tant que fonctionnaire nouvellement nommé, conduire une voiture importée pour aller au travail est un peu excessif, n'est-ce pas? En entendant cela, je suis également d'accord avec Nam Joo-seok, disant de plus que il n'a définitivement pas d'amis. Après avoir dit cela, nous éclatons de rire à l'unisson. Mais pourquoi ai-je un sentiment de défaite? Après tout, Idan et moi n'avons qu'une chose en commun, pas d'amis. Je commence même à envier un peu Idan. Quand j'arrive au bureau, je suis accueilli par le chef d'équipe Kao de Hawkmin avec un visage rayonnant complètement différent de l'expression qu'il avait quand il m'a accueilli pour la première fois. Il rit joyeusement et dit « Bienvenue, utilisateur de capacité de niveau 7 ». En entendant cela, je presse ma main contre sa tête. Quel utilisateur de capacité de niveau 7 ? Yoon Ji-won passe en tenant des documents expliquant que puisque j'ai utilisé la capacité de gloutonnerie pour dévorer un monstre de niveau 7, naturellement je suis devenu un utilisateur de capacité de niveau 7, n'est-ce pas ? Elle ajoute aussi ses félicitations. Puis j'entends un bruit de claque lorsque Kao de Hawkmin me heurte fort, disant qu'il pensait que j'étais super faible, mais ne s'attendait pas à ce que cette capacité de gloutonnerie soit de si haut niveau. Nam Jo-suk est encore plus envieux, son visage plein d'admiration, disant que je suis la seule personne qui peut améliorer continuellement sa capacité. Vraiment incroyable. À cet instant, je me sens plus heureux que jamais parce que c'est la première fois, à part ma douce et petite maman, que je reçois la reconnaissance de tant de personnes, mais cette scène harmonieuse pousse Idan à taper sur la table avec mécontentement. Il dit avec un air sombre « Arrêtez de bavarder. N'as-tu pas du travail à faire ?» En regardant le regard sinistre d'Idan, je me sens confus. Avant, il m'ignorait parce que j'étais niveau 1. Maintenant que mon niveau a augmenté, il est toujours insatisfait. Est-ce la légendaire envie et rancœur? À ce moment-là, une main fine se pose sur mon épaule. Kang Shana, juste sortie de la douche, s'approche de moi en s'essuyant les cheveux avec une serviette, disant qu'elle veut me parler dehors, puis nous nous asseyons sur des chaises à l'extérieur. Je demande avec une certaine anxiété de quoi elle veut parler. Elle dit qu'elle veut me remercier pour ce que j'ai fait chez sa grand-mère. En entendant cela, je dis « Ne sommes-nous pas dans la même équipe? C'est ce que je devrais faire. » Mais à ce moment-là, elle se rapproche soudainement, approchant son visage du mien, disant qu'elle a toujours eu une pensée pour moi. Instantanément, je sens mon cœur s'accélérer. Que veut-elle dire par une pensée pour moi? Est-ce la légendaire confession? Devrais-je refuser ou accepter? Alors je lui demande quel genre de pensée. Puis elle me dit très sérieusement qu'elle ne pense pas que je sois un utilisateur de capacité de niveau 1. Cette réponse me stupéfie. Ce n'est pas la réponse que je devrais entendre, mais je lui demande quand même ce qu'elle veut dire par « je ne suis pas un utilisateur de capacité de niveau 1 ». Elle dit « avec mon genre de capacité de récupération et le pouvoir d'absorber les capacités d'autres monstres, cela ne peut absolument pas être quelque chose qu'un utilisateur de capacité de niveau 1 possède ». En entendant cela, je presse mon menton et me remémore, donc le monstre de niveau 1 que j'ai rencontré ce jour-là n'était pas le monstre de la gloutonnerie. Kang Shana me dit de réfléchir attentivement à savoir si j'ai rencontré d'autres monstres avant de devenir un fonctionnaire public spécial. Mais peu importe comment j'y pense, c'est impossible parce que comment pourrais-je oublier quelque chose d'aussi important? À ce moment-là, je vois une volute de fumée noire émerger non loin derrière Kang Shana. Et dans la fumée noire, il semble que quelque chose est sur le point d'émerger. Instantanément, mon cœur se met à battre à tout rompre. C'est le monstre qui s'est soudainement inséré dans ma mémoire, apparaissant maintenant ici. Cela fait ressurgir ma crise de panique que je pensais avoir disparu. Je jure intérieurement. Merde, les hallucinations réapparaissent. Est-ce que ce trouble panique va rechuter? Kang Shana voit mon expression douloureuse accroupie et demande anxieusement « Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je vais bien ?» Je me saisis les cheveux et lui réponds que ça va. Je me souviens juste parfois de choses effrayantes. En entendant cela, Kang Shana me prend la main et dit « N'aie pas peur ». Avec elle, à mes côtés, cet endroit est très sûr. Son geste me donne l'impression que ma panique a disparu pour toujours, remplacée par un visage rougissant, et en me regardant, elle est également certaine que quelque chose a dû se passer dans mon passé. À ce moment-là, Kao de Hawkmin, portant un manteau rouge, apparaît soudainement à côté de nous et demande si nous sortons ensemble. En entendant cela, je fais un geste de la main avec un visage rougissant, voulant expliquer. Mais Kang Shana se lève calmement et dit non, ajoutant que si des monstres arrivent dans l'année, nous mourrons tous. Qu'y a-t-il à dire sur les rendez-vous? Complètement pas intéressé. Ces mots froids sont comme une lame aiguisée perçant mon cœur. C'est trop déchirant. Est-ce qu'elle n'est pas intéressée par moi ou par la question des rendez-vous? En regardant Kang Shana partir, Kao de Hawkmin me donne un coup de pied avec intérêt et dit jeune homme, on dirait que tu t'es fait larguer, bien que les choses ne soient pas du tout ce qu'il pense. En regardant la silhouette de Kang Shana s'éloigner, je me sens encore un peu blessé. Le temps passe vite. En un clin d'œil, il ne reste qu'une heure avant la fin du travail. Alors Yoon Ji-won dit à tout le monde, sauf à ceux qui doivent être de service, d'aller vérifier les détecteurs de sable jaune. Et je suis en binôme avec Kang Shana pour vérifier notre zone désignée Kang Shana enregistre la fréquence de détection du sable jaune. Pendant ce temps, je pense encore à notre conversation précédente.
Si tout le monde va mourir comme l'a dit le manager Kang, alors penser à des choses inutiles est inutile. Je devrais penser davantage à comment survivre aux monstres. Mais en pensant à combien nous avons peu d'informations sur eux, j'aimerais que nous puissions communiquer avec eux. Mais à ce moment-là, un téléphone sonne dans les montagnes. Et c'est le téléphone utilisé uniquement en cas de besoin de soutien d'urgence. Nam-Jo-Suk à l'autre bout, maintenant gravement blessé, dit qu'il y a un monstre dans la zone 3. Lui et le chef d'équipe Kao sont tous deux blessés et ce monstre se dirige vers nous. Il nous dit d'être très prudent avec ce que le monstre dit. Après avoir entendu cela, Kang Shana est choqué. Comment est-ce possible? Le chef d'équipe Kao est un utilisateur de capacité de niveau 10. Comment a-t-il pu être blessé? En entendant cela, j'ai l'air incrédule. Cet oncle insouciant à mes yeux est en fait un utilisateur de capacité de niveau 10. Mais avant que je ne termine d'être choqué, du sable jaune commence à remplir les environs. Ce monstre est arrivé. Kang Shana me dit de faire attention. C'est un gars que même un utilisateur de capacité de niveau 10 ne pouvait pas égaler. Dans le sable jaune, une ombre ressemblant à une lunette de sniper émerge progressivement. C'est un monstre avec un grand trou dans la tête et la première chose qu'il fait en nous voyant, c'est de nous parler d'une voix humaine en disant « Bonjour ». Le monstre fait juste une demande très simple, mais cela laisse les deux utilisateurs de capacité complètement choqués. Voyant notre silence, il demande à nouveau « Enchanté, pouvons-nous discuter ?» En ce moment, je ne comprends pas comment il peut parler comme un humain. Les monstres ne sont-ils pas censés seulement imiter des sons sans véritable capacité linguistique? Kang Shana dit que cela doit être un monstre de langage. C'est la première fois qu'elle rencontre un monstre qui peut réellement parler. Le monstre de langage voit que nous sommes toujours sur nos gardes. Il tend la main, nous disant de ne pas être hostile. Il n'est pas là pour se battre, juste pour discuter. Je lui demande de quoi il veut parler, mais Chana me dit de ne pas lui parler. Nam-Jo-Suk l'a déjà averti à ce sujet, mais je pense que c'est en fait une chance d'en apprendre plus sur les monstres. Ils sont là pour nous tuer, et pourtant nous ne savons rien d'eux. Ignorant les objections de Chana, je demande au monstre d'où ils viennent. Le monstre de langage est ravi que quelqu'un réponde enfin. Il dit qu'il vient de Naraka. Je lui demande alors ce qu'est Naraka. Il sourit et dit que Naraka est la partie la plus profonde de l'enfer. Ceux qui ont commis des crimes odieux dans leur vie y sont piégés, se battant sans fin dans l'obscurité. Ces mots me glacent le sang, mon cœur bat la chamade. Cela signifie-t-il que tous ces monstres étaient autrefois humains? Avant que je puisse terminer ma pensée, le monstre lit dans mon esprit et dit que j'ai raison. Les monstres étaient autrefois humains. Mes pupilles se dilatent de choc. Comment est-ce possible? Si les monstres étaient autrefois humains, alors qu'ai-je dévoré tout ce temps? Je ne peux pas m'empêcher de vomir violemment. À ce moment-là, le monstre nous pointe du doigt et dit que c'est son tour de poser des questions. Juste au moment où je me demande ce qu'il va demander, Chana me saisit soudainement la main, me disant de ne plus lui parler. Puis, elle se coupe la paume avec un couteau, disant que même s'il semble amical en surface, c'est lui qui a attaqué le chef d'équipe Kao et Nam-Jo-Suk. Elle ne veut pas de plus de conversation avec ce monstre. Alors qu'elle parle, une lance se matérialise dans sa main. Voyant cela, le monstre du langage lève les deux mains, disant d'arrêter. Il n'aime pas la violence, mais Chana s'en moque. Saisissant sa lance, elle charge en avant. Juste au moment où la lance est sur le point de percer la gorge du monstre, une voix émerge soudainement de la gorge du monstre de langue. Même si tu me tues, tu ne peux pas venger ton frère. À cet instant, Chana se fiche sur place comme contrôlée par une sorte de magie. Le monstre de langue repousse la lance à quelques centimètres de son cou, disant « Ton frère est mort à cause de toi ». À ce moment-là, le temps semble se figer dans le monde de Chana, la ramenant à cette nuit tragique. Son frère est transpercé à la poitrine par une épée de fer. Ce coup du monstre de métal lui était destiné, mais son frère l'a bloqué. Ses yeux agonisants et ses derniers mots avant de mourir « Cours, Chana !» alors que l'épée de fer se retire. Le traumatisme secondaire lui ôte complètement la vie. Chana tient le corps de son frère, sanglotant de manière incontrôlable. De retour à la réalité, du sang coule du coin de sa bouche. Elle tombe à genoux avec un bruit sourd, le monstre de langage devant elle continue. Ton frère est mort en te protégeant. En tant que sœur aînée, n'aurais-tu pas dû le protéger? Tu es le tueur. Voyant Chana s'effondrer soudainement, je crie son nom et me précipite en avant. Je la rattrape juste avant qu'elle ne touche le sol, mais la blessure qui transperce son cœur me choque profondément. Je n'ai jamais vu le monstre de langage l'attaquer. Comment cette blessure est-elle apparue? La méthode d'attaque de ce monstre pourrait-elle être d'utiliser des mots pour frapper, causant des blessures mentales? Avant que je puisse réfléchir davantage, le monstre s'avance. Très bien, continuons notre conversation. Ne t'inquiète pas pour cette personne qui pleure sa famille morte. En entendant cela, je lui dis de fermer sa sale bouche. Comment pourrais-je continuer à parler avec un monstre qui se moque sans vergogne de la douleur des autres? En parlant, mon poing furieux s'abat sur le visage du monstre du langage. Avant que le monstre ne puisse réagir, son corps s'écrase lourdement au sol. Je bondis et frappe à nouveau. Que tu aies été humain ou fantôme de ton vivant, en ce moment tu es impardonnable. Mais juste au moment où ce coup est sur le point d'atteindre sa cible, le monstre dit « Pourquoi es-tu en colère pour elle? Elle t'a déjà largué. » Ces mots me figent complètement sur place. Je trouve que mon corps ne peut pas bouger. En même temps, dans un endroit que je ne peux pas voir, un fil jaillit, une blessure s'ouvre soudainement sur ma poitrine. Quelque chose a transpercé mon cœur, mais je n'étais pas blessé émotionnellement. Pourquoi peut-il encore m'attaquer? Je regarde Chana par terre, pensant que je ne l'ai jamais vue comme un intérêt romantique. Je la considère juste comme une aînée forte et cool. En ce moment, Chana est toujours allongée par terre, perdue dans ses souvenirs, murmurant « Je suis désolé frère ». Je me tiens la poitrine, me demandant comment l'effet de cette attaque peut durer si longtemps. Pendant ce temps, le monstre de langage ramasse une pierre du sol. Son assaut verbal continue. Les émotions rendent vraiment les gens fragiles, bien qu'il ne les ait jamais ressentis, même quand il était humain. Alors que le monstre soulève la pierre et s'approche pas à pas, mon corps ne peut toujours pas bouger, il se penche soudainement et rugit à moi. Pourquoi tu ne parles pas? Tu ne peux même plus parler maintenant. C'est alors que je comprends, personne avec des émotions ne peut résister aux attaques de blessures au cœur, c'est pourquoi même le chef d'équipe de niveau 10, Kao, a été blessé. À moins qu'une personne au cœur froid, immunisée contre les blessures du cœur, ne vienne me sauver, Chana et moi mourrons ici aujourd'hui. Juste au moment où le monstre du langage lève la pierre pour m'écraser, tout son corps commence soudainement à se tordre avec un craquement. C'est Eden qui arrive juste à temps. Il demande « N'étais-tu pas censé être fort? Pourquoi es-tu à genoux par terre ?» Voyant Eden arriver,
J'affiche une expression soulagée, pensant « ce cinglé est enfin arrivé ». Mais après m'avoir vu, Eden attrape mon col et crie « Pourquoi souris-tu » Juste à ce moment-là, la voix du monstre de la langue retentit à nouveau. Ton attaque ressemble à une chatouille. Ce niveau d'attaque ne les brisera pas. Il se moque de nous. Vous, les débutants, devez travailler plus dur. Ces mots déclenchent la fureur chez Eden et moi. Pourtant, je rappelle à Eden d'être prudent. Cette chose lie les souvenirs humains et attaque votre point émotionnel le plus faible. Mais Eden me dit de me taire, qu'il n'a pas besoin d'avertissement d'un débutant. Il me dit de fermer ma bouche et de juste regarder. Je me dis, ce type est vraiment un psychopathe complet. Sa façon de parler grossière est exactement comme celle de ce monstre. Pendant ce temps, après qu'Eden se détend, il claque des doigts pour activer son pouvoir de destruction. Au son du claquement de doigts, le coup paralyse directement la jambe du monstre, mais à ce moment-là, le monstre du langage lit les souvenirs d'Eden et lance instantanément une attaque verbale. Tes attaques ne sont rien de spécial. Pas étonnant que tu ne puisses pas obtenir la reconnaissance de ce grand-père à toi. Mais Eden reste complètement indifférent. Il continue simplement à claquer des doigts, activant son pouvoir. Le squelette entier du monstre de langage craque et se brise avec des sons de claquements répétés. Voyant que ce niveau d'attaque verbale n'a aucun effet, le monstre intensifie son assaut. Alors tu es comme moi, sans émotion. Les enfants de femmes qui sont devenues folles et se sont suicidés après avoir été abandonnés par leur mari finissent toujours ainsi. En entendant cela, Eden s'assombrit effectivement et baisse la tête. Je suis choqué aussi, le passé d'Eden est si tragique. J'ai toujours pensé qu'il n'était qu'un enfant riche gâté, mais même s'il est un psychopathe, être attaqué de cette manière a dû le pousser à sa limite. Juste au moment où je m'apprête à avancer pour arrêter cela, Eden, qui fronçait les sourcils il y a une seconde, éclate soudain de rire. Et alors, qu'est-ce que ça change? Dès que les mots quittent sa bouche, il se jette en avant et attrape la gorge du monstre. Peux-tu me blâmer? Blâme ma mère d'être trop petite et faible. Seuls les forts survivent. Le monstre du langage voit que même cela n'a aucun effet sur lui, alors il lance moqueusement son coup de grâce final. Alors il semble que tu ne survivras pas non plus, parce que tu es encore plus faible que ce gamin à côté de toi. À cet instant, Eden se fige. Même la mort de sa mère n'a pas pu l'affecter. Pourtant dire qu'il est plus faible que moi provoque une blessure au cœur. En même temps, le monstre de la langue lance une lame de lumière. Juste au moment où il est sur le point de percer le cœur d'Eden, je parviens à le bloquer avec mon bras juste à temps. J'ai enfin compris le schéma d'attaque de ce type. D'abord, il utilise des attaques de blessure au cœur pour plonger les gens dans le désespoir, puis il utilise la lame de langue tirée de sa bouche pour percer le cœur. À ce moment-là, Shanna éveillée s'élance en avant et coupe la lame de langue du monstre d'un seul coup. Cela fait hurler le monstre de douleur. La lame de langue dans sa gorge est sa faiblesse. Pas étonnant que briser tout son corps ne lui ait causé aucun mal. Shanna se tourne et demande si nous allons bien, mais en voyant ses mouvements fluides et cool, mes joues rougissent et ma respiration s'accélère, mais je secoue la tête, me forçant à me ressaisir. En ce moment, réveiller Eden est ce qui compte. Je continue à secouer son corps, mais cela n'a aucun effet. Il continue à marmonner, disant que je suis plus faible que lui, je me gratte le nez, ne m'attendant pas à ce qu'il s'en soucie autant. Alors je donne un coup de pied à son corps. Reprends-toi, ne laisse pas les mots de ce type t'affecter. Bien que je sois excellent aussi, tu es encore plus excellent que moi. À mesure que les mots sortent de ma bouche, le corps d'Eden tremble légèrement, puis il affiche une expression confiante. Bien sûr, le monstre de la langue, ayant sa lame de langue sectionnée, ne peut pas encore parler. Il ne peut que agiter sa lame de langue pour nous empêcher d'approcher. Je sais que si nous ne l'éliminons pas maintenant, les choses ne feront qu'empirer la nuit. Mais à cause de sa lame de langue, nous ne pouvons pas nous approcher. Mais Shanna dit qu'elle va s'en occuper. Pendant que le monstre ne peut pas parler, elle pense que c'est une bonne opportunité, mais Eden l'arrête, lui demandant si elle prévoit de combattre le monstre dans cet état. C'est alors que Shanna réalise que la blessure causée par le monstre de langue n'est pas encore guérie. Je réalise aussi que tant que ce monstre est en vie, l'attaque de la blessure au cœur reste efficace et les blessures ne guériront pas. En regardant une personne blessée et un utilisateur de capacité qui ne peut pas nuire au monstre, je pense que je dois intervenir et faire quelque chose. Alors je me précipite vers la forêt. Faisant des gestes provocateurs, j'essaie d'attirer le monstre du langage à me suivre. Alors que le monstre suit, je crie à Eden « Prends soin du manager Kang !» Je vais m'occuper de ce monstre. Mais Eden me traite d'idiot, disant que ma capacité actuelle ne fonctionne que dans des espaces clos. En entendant cela, Shanna dit immédiatement à Eden de ne pas s'inquiéter pour elle et de venir m'aider rapidement. Pendant ce temps, je mène le monstre de langue dans une forêt. En courant, je cherche un espace clos. Mais pour l'instant, à part des arbres, il n'y a aucun bâtiment en vue. Juste au moment où je me demande quoi faire, une voiture blanche s'arrête soudainement sur la route en dessous de moi. Eden ouvre la portière de la voiture, criant pour que je vienne là-bas. Voyant cela, je traverse la rambarde et saute en bas. Je me dis, ce type, Eden, est vraiment généreux. Vraiment un jeune magnate. Tellement enviable. En un instant, je plonge dans la voiture. Je tends la main et provoque à nouveau le monstre. Viens par ici. Le monstre du langage ne supporte vraiment pas la moquerie et suit dans la voiture. Puis Eden claque la porte de l'extérieur, criant « Fermez !» En entendant le signal, je me glisse de l'autre côté, mais juste au moment où je ferme la porte de la voiture, la langue lame du monstre jaillit violemment. Il me tranche entièrement en morceaux, y compris ma tête. Mais juste au moment où le monstre de la langue pense m'avoir éliminé et ouvre la portière de la voiture, une main attrape sa gorge par derrière, il se retourne complètement choqué, car non seulement je ne suis pas mort, mais plusieurs copies identiques de moi apparaissent à l'intérieur de la voiture. Ce qu'il vient de trancher avec sa langue lame n'était qu'un clone. Le corps original est toujours dans la voiture, se divisant constamment et créant des clones. Maintenant, mes clones le traînent de nouveau dans la voiture et commencent à le déchiqueter avec leurs dents. Dehors, Eden voit que l'objectif est atteint, mais je ne suis pas sorti. Il continue de frapper à la fenêtre de la voiture, demandant combien de temps je compte rester à l'intérieur. Puis, comme s'il réalisait quelque chose, ses pupilles tremblent. Est-ce que ce type ne prévoit pas de sortir du tout depuis le début? À ce moment-là, Shanna arrive en serrant sa blessure et demande à Eden où je suis. À l'intérieur de la voiture, le monstre déchiré par les clones n'a aucune issue et essaie d'utiliser des attaques verbales pour renverser la situation. Il dit « Tu es juste une personne violente, tout comme ton père ». En entendant cela, mes pupilles se dilatent. Un souvenir dormant refait soudain surface dans mon esprit. Je me vois enfant, saisi par le col par mon père, soulevé de force dans les airs.
sa bouche répétait sans cesse « Batte-toi, batte-toi !» La voix du monstre de la langue continue. Quand ce père violent a disparu, tu as dû être si heureux. Pour couper son attaque verbale, je continue de me frapper les oreilles avec les deux mains jusqu'à ce que mes tympans soient brisés. Enfin, c'est calme, ça suffit. Arrête de jouer avec les émotions des gens. Le monstre du langage sourit, pensant que cela a fonctionné sur moi. Juste au moment où il s'apprête à lancer une autre attaque verbale, je lui couvre la bouche avec ma main, tandis que mes clones immobilisent tout son corps. Alors que ma paume se serre, la capacité du monstre reclus s'active instantanément. Le corps de la voiture blanche se compresse rapidement à une vitesse visible. Les cris rugissants de Shanna essaient de l'arrêter, mais Eden la retient en disant « Si je ne veux pas de ma vie, ne veut-elle pas de la sienne non plus ?» Avec un craquement fort, la voiture blanche est instantanément compressée en une masse. Leurs expressions sont toutes deux mortellement silencieuses. En même temps, le sable jaune autour d'eux disparaît progressivement, ce qui signifie que le monstre de la langue est complètement mort. En ce moment, Shanna s'acharne frénétiquement sur la carrosserie de la voiture, essayant de me sortir. Mais Eden lui dit qu'il est trop tard. La situation est si brutale qu'il pense que je suis déjà mort. Mais Shanna ne dit rien, elle accélère seulement, disant que Marie, voyant Shanna si déterminée, Eden se joint à elle. Tout en forçant, il me traite d'idiot pour avoir choisi la destruction mutuelle avec un monstre. Pendant ce temps, j'arrive dans un espace étrange. Tout est noir devant mes yeux. Mon corps est engourdi. Le monstre du langage qui n'arrêtait pas de parler a disparu. L'ai-je tué? Je suis curieux de savoir ce qu'il voulait dire à la fin. À ce moment, la voix du monstre du langage résonne à nouveau dans mon oreille. Il dit que Naraka me cherche et de me souvenir de ma mission. Juste au moment où je demande d'une voix ensommeillée « Quelle mission ?» Le monstre du langage rugit. Réveille-toi. J'ouvre brusquement les yeux avant de pouvoir me demander où je suis. Mon estomac émet des gargouillements. Soudain, mes vêtements sont déchirés. Une main émerge de mon ventre. Puis ce monstre semblable à un loup, existant seulement dans ma mémoire, apparaît devant mes yeux. Il me prend le visage, demandant si je me souviens de lui. Je le regarde avec terreur, la sueur froide sur mon visage. Un souvenir scellé se rouvre dans mon esprit. Je vois mon moi enfant regarder devant avec horreur. C'est un monstre couvert de bouche sur tout son corps, bavant constamment. Paniqué, je m'accroche fermement aux vêtements de mon père. C'est un monstre, nous devons fuir. Mais mon père me soulève et me dit qu'à partir de maintenant, je dois combattre cette chose. Les larmes coulant, je lui demande pourquoi mon père dit que je dois obtenir le pouvoir spécial du monstre de lui. Seulement alors je peux entrer dans Naraka. Je continue de supplier à genoux, mais il me jette vers le monstre. C'est un souvenir que je ne veux jamais rappeler. Pendant ce temps, voyant qu'il ne peut pas ouvrir la porte, Eden claque des doigts pour activer son pouvoir avant que le sable jaune ne disparaisse complètement. La porte de la voiture compressée s'ouvre. Il retire rapidement les débris restants et me trouve enfin à l'intérieur. Je suis complètement écrasé, tous mes os tordus et brisés en un amas. Eden et Shanna fixent cette scène, les pupilles dilatées de choc, aucun espoir, même le sable jaune guérisseur a complètement disparu. Il ne peut pas survivre. Mais quelque chose de bizarre se produit. Je crache du sable jaune guérisseur, en un instant, tous mes os broyés se rétablissent complètement. Cette scène exagérée choque les deux utilisateurs de capacité de niveau 7, leurs yeux écarquillés. Tu dois comprendre, le sable jaune est quelque chose que seuls les monstres peuvent produire. Pourtant, cet homme devant eux, un utilisateur de niveau 1, peut produire du sable jaune comme un monstre. Mais après avoir récupéré, je reste simplement allongé par terre à dormir comme si de rien n'était. Cela effraie Eden qui me donne un coup de pied dans le dos, exigeant de savoir ce que je suis. Je me retourne, l'air confus. Eden attrape mon col et me soulève, disant que je viens de cracher du sable jaune comme un monstre, demandant si c'est aussi la capacité du monstre de la gloutonnerie. Ces mots réveillent ma mémoire. Après avoir tué le monstre du langage, j'ai rappelé un souvenir oublié. La capacité de gloutonnerie ne s'est pas réveillée récemment, je l'ai depuis l'enfance. Tout cela vient du fait que mon père m'a forcé, me jetant seul dans la forêt pour combattre le monstre de la gloutonnerie. Alors que je me demande pourquoi mon père a fait cela, mon trouble panique longtemps endormi éclate à nouveau. En me voyant m'effondrer par terre, Eden me regarde, stupéfait, et demande à haute voix « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis soudainement tombé ?» Shanna attrape l'épaule d'Eden à ce moment-là et dit que c'est probablement ma crise de panique qui se manifeste, qu'il faut me laisser me reposer, et dit de garder cette affaire secrète entre nous trois. Eden secoue sa main de son épaule, demandant s'il ne devrait pas signaler cela au quartier général et laisser partir ce type monstrueux. Shanna explique patiemment qu'ils ne savent toujours pas pourquoi je peux produire du sable jaune. Signaler au quartier général maintenant mettrait ma vie en danger. Mais à ce moment, Eden s'approche de Shanna avec une expression féroce, demandant et si je devenais aussi dangereux qu'un monstre. Mais Shanna dit avec des yeux fermes qu'elle ne croit pas que je ferais quelque chose de dangereux. Eden me regarde, effondré au sol, puis repousse ses cheveux en arrière et dit « Peu importe. De toute façon, il ne se soucie pas de ce que je deviens. » Tout comme ça, les trois parviennent à un accord pour garder mon aptitude à produire du sable jaune secrète. Mais après avoir repris conscience, en apprenant que je peux produire du sable jaune comme un monstre, je me sens extrêmement déprimé. Quel est le problème avec le monstre de la gloutonnerie? Pourquoi puis-je produire du sable jaune comme un monstre? Alors que je me demande si je vais devenir un monstre, des hallucinations apparaissent à nouveau dans mes yeux. Dans le reflet de la vitre du train, je me vois transformé en monstre de la gloutonnerie. J'ai tellement peur que je recule en trébuchant. Nam Yoseok voit cela par hasard et me demande ce que je fais, me rappelant de ne pas faire de choses bizarres dans le métro. Je me tiens la poitrine, disant que j'ai vu une étrange illusion, et je lui demande s'il a le temps de discuter. Mais Yoseok lève la main en signe de refus, disant que ne pas rencontrer des collègues après le travail est sa règle. Ces mots me blessent un peu. Et je pensais que Yoseok était la personne la plus abordable de l'équipe. Puis le téléphone de Yoseok vibre. Il répond et découvre que c'est son ancien collègue Kim Woo-ju qui le contacte. Alors je suis Yoseok dans un petit bar. Yoseok, ivre, pointe du doigt Kim Woo-ju, lui disant de demander un transfert hors de l'équipe de Gyeongsang, mais Kim Woo-ju ne répond pas tout de suite. Au lieu de cela, il demande qui est assis à côté de Yoseok. Yoseok se plaint à moi, demandant pourquoi je l'ai suivi. Je m'allonge sur la table, également ivre et étourdi, lui disant que je me sens aussi déprimé et que je ne veux pas être seul. Après quelques conversations, j'apprends toute l'histoire. Kim Woo-ju a été terriblement harcelé dans l'équipe de Gyeongsang et
et veut démissionner. Alors il a appelé Yoseok parce que Yoseok était aussi dans l'équipe de Gyeongsang autrefois et était la personne la plus sévèrement harcelée là-bas, mais sa personnalité n'est pas faible comme celle de Kim Woo-joo. Il a choisi de faire une grande scène et a été transféré dans l'équipe actuelle de l'île de Ganghwa. En entendant cela, je suis furieux. Quel genre de personnes sont dans l'équipe de Gyeongsang? Comment peuvent-ils être si excessifs? Yoseok serre son verre, perdu dans ses pensées un instant, il dit que ces gars-là sont une bande de démons, un rassemblement de racailles. Puis il me dit sérieusement qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes parmi les fonctionnaires spéciaux. Ces gars-là sont aussi dangereux que des monstres. Si les monstres sont des monstres pour les utilisateurs de capacité, alors ces gars-là sont des monstres pour les gens ordinaires. En entendant cela, je me souviens soudain de ce qu'Eden a dit pendant la journée. Je me demande si je deviendrai aussi dangereux qu'un monstre. Finalement, Kim Woo-joo ne tient pas l'alcool et s'évanouit ivre. Yoseok et moi décidons de l'emmener chez ses parents, prévoyant de partir après l'avoir remis. Yoseok ouvre juste la porte du magasin et ses yeux s'écarquillent de stupeur devant la scène qui s'offre à lui. Assis à l'intérieur du magasin, il y a des membres de l'équipe de Gyeongsang. Alors que Yoseok est déconcerté, une poitrine solide le heurte, un homme aux cheveux rouges sourit à Yoseok, disant qu'il est venu chercher Kim Woo-joo, mais qu'il a eu une agréable surprise en le rencontrant à la place. Sur ce, il donne un coup de pied à Yoseok, puis il piétine brutalement Yoseok à terre. Puisque tu voulais quitter l'équipe, tu aurais dû partir tranquillement. Comment oses-tu mettre le feu au bureau? À ce moment-là, j'arrive en portant Kim Woo-joo et attrape le bras de l'homme aux cheveux rouges en disant « Tout le monde est un fonctionnaire spécial, pourquoi se battre entre nous ?» L'homme aux cheveux rouges me regarde avec férocité, demandant qui je suis. Je réponds que je suis comme Yoseok, un membre de l'équipe de l'île de Ganghwa, mais l'homme aux cheveux rouges éclate de rire. Avant que je puisse réagir, il me frappe au visage en voyant Kim Woo-joo et moi voler sur plusieurs mètres. Ensuite, il essuie son bras. Dégoûtant, tu oses vraiment mentionner cet endroit où un tas de faibles restent? Puis il donne un coup de pied à Yoseok à nouveau. En vous voyant, vous les faibles, je ne peux m'empêcher de vouloir vous tabasser. Ensuite, il s'assoit sur Yoseok, lui martelant le visage coup après coup. Parce que Yoseok les a signalés au quartier général, l'équipe a reçu des mois de punition. Il cherche Yoseok pour le tuer. Les membres de l'équipe de Gyeongsang, voyant cela, non seulement ne l'arrêtent pas, mais regardent avec des sourires amusés. En ce moment, je suis enragé. Du sable jaune commence inconsciemment à s'échapper de ma bouche. Juste à ce moment-là, la porte du magasin s'ouvre soudainement. Avant que l'homme aux cheveux rouges ne puisse réagir, une chaussure taille 43 lui vole au visage. Il s'écrase lourdement au sol. Les membres de l'équipe de Gyeongsang se lèvent tous en même temps, demandant qui c'est. Eden apparaît, complètement calme, disant qu'il est membre de cette équipe pathétiquement faible de l'île de Ganghwa dont ils ont parlé, puis il se précipite vers moi et avertit que si j'ose cracher du sable jaune ici, je suis mort. C'est alors que je réalise que je produis inconsciemment du sable jaune. Je couvre rapidement ma bouche et demande à Eden comment il est ici. Il s'avère qu'Eden était inquiet que je cause des problèmes et m'a suivi en secret depuis qu'il a quitté le travail, mais il n'est pas le seul à me suivre. Il y a aussi Kang Shana. Shana entre dans le magasin et est d'abord surprise. Elle s'avance immédiatement pour vérifier l'état de Yoseok. En regardant Yoseok meurtri, Shana lance un regard furieux aux membres de l'équipe de Gyeongsang. Bien qu'elle ne sache pas pourquoi ils ont battu son coéquipier, elle doit emmener Yoseok maintenant. Mais la femme clown soulève le bras de l'homme aux cheveux rouges en disant « Pas question, puisque leurs gens ont battu leur coéquipier à moitié mort, ils ne peuvent pas nous laisser partir si facilement. » En même temps, l'homme à lunettes dit qu'en tant qu'ancien collègue de Yoseok, ils ont des affaires inachevées. Shana leur demande « Tout le monde est un fonctionnaire public spécial, doivent-ils vraiment causer des problèmes et être punis ?» Mais la femme clown dit qu'elle pense que c'est nous qui serons punis. Et alors que les deux côtés se disputent sans fin, l'homme roux battu se rétablit à ce moment. La première chose qu'il fait après s'être levé est de foncer sur Eden. Eden affiche un sourire malicieux, cela lui convient parfaitement, il se précipite également en avant. Mais bien que ce soit clairement un combat en tête à tête, l'homme aux lunettes insiste pour intervenir. Je ne veux pas voir Eden se battre contre deux adversaires. Juste au moment où je m'apprête à aider, le manager Kang derrière moi me dit de rester en place, disant que ce sera un problème si je me transforme. Avec cela, elle parcourt le magasin et trouve une arme pratique dans un coin. En ce moment, Eden, combattant deux adversaires, se retrouve en désavantage. L'homme à lunettes lui retient les deux mains par derrière. L'homme aux cheveux roux devant lève une chaise, prêt à fracasser la tête d'Eden. À ce moment, une attaque frappe d'abord sa taille. Shana manie un balai avec une maîtrise totale, puis frappe la jambe de l'homme à lunettes, le faisant se tordre de douleur au sol. L'homme aux cheveux roux essaie de se relever et de riposter, mais Shana pointe le balai cassé vers lui, le figeant sur place. Si tu ne veux pas continuer à te faire battre, recule. Mais à ce moment-là, un homme d'âge moyen aux yeux endormis apparaît soudainement dans le magasin, disant qu'il vient juste d'aller aux toilettes. Comment en sont-ils venus à se battre avec des civils? Shana demande qui il est. Il dit qu'il est le chef de l'équipe de réponse au sable jaune du département de l'environnement de Gyeongsang. Shana pense qu'une personne raisonnable est enfin arrivée. Alors elle rapporte au chef de l'équipe de Gyeongsang que ses membres ont blessé nos membres de l'équipe de l'île de Ganghwa. C'est pourquoi le conflit a eu lieu et elle espère qu'il pourra gérer la situation correctement. Mais avant que Shana puisse finir, le poing de l'homme s'écrase sur son visage. Puisque vous n'êtes pas des gens ordinaires, ne vous mêlez pas de mes affaires. En voyant le manager Kang renversé par le coup violent, la fureur s'enflamme dans mon cœur. Du sable jaune commence inconsciemment à s'écouler à nouveau des coins de ma bouche. Eden, à proximité, voit cela et essaie de m'arrêter, mais je me précipite en avant et apparaît directement devant le chef de l'équipe de Gyeongsang. Avant qu'il ne puisse réagir, mon poing frappe déjà son visage. Le coup, imprégné de l'aptitude du sable jaune, l'envoie voler sur plusieurs mètres jusqu'à ce qu'il s'écrase contre un mur et s'arrête enfin. Voyant le sable jaune remplir la pièce,
les membres de l'équipe de Gyeongsang sont collectivement choqués. Eden se tient le front, criant intérieurement « C'est mauvais !» Je marche vers Shanna et lui demande si elle va bien. Elle me gronde, disant que je n'étais pas censé utiliser le sable jaune. Je m'excuse, disant que la voir se faire frapper m'a mise en colère et que j'ai inconsciemment produit du sable jaune. À ce moment, le chef d'équipe de Gyeongsang, lourdement frappé, rit bruyamment. Il dit que je ne suis clairement pas un monstre, mais que je peux produire du sable jaune, demandant ce que je suis et veut m'inviter à rejoindre leur équipe. Mais je pense à ce que Yoseok a dit au bar. Je refuse sans hésitation. Quelle blague. Je ne veux pas rejoindre cette équipe de crapules. En entendant cela, le chef de l'équipe de Gyeongsang affiche un sourire malveillant disant « C'est dommage, il ne peut pas simplement me laisser partir aujourd'hui et en ce moment, il y a beaucoup de sable jaune ici. Il veut un match entre les équipes de Gyeongsang et de l'île de Ganghwa, une bataille entre utilisateurs de capacité. » En entendant cela, nous montrons tous les trois des expressions choquées. Ces membres de Gyeongsang sont vraiment une bande de fous, mais l'homme reste calme, assis sur un banc en mangeant des algues, appelant tout le monde à se mettre en ligne et à se préparer. Shanna s'avance, agitant la main pour refuser, disant que c'est trop absurde. Mais l'homme l'ignore complètement, levant un doigt et expliquant les règles. Les deux côtés auront des matchs en tête-à-tête, 3 manches au total. Le camp gagnant peut emmener Yosuke. Puis il jette un coup d'œil à Yosuke, tremblant sur le sol, disant « Si nous gagnons, il peut oublier le mal que Yosuke leur a causé, faire table rase et ne plus jamais l'embêter. » Et il tourne son regard vers moi, disant « Et cette personne monstrueuse là-bas, si le quartier général découvre votre capacité de sable jaune, ils ne vous laisseront absolument pas tranquille. » Sur ce, il fait un geste de silence, disant « Si je suis prêt à me battre, il gardera le silence et traitera mon pouvoir de sable jaune comme un secret. » Shanna est sans voix, pensant que cette équipe de Gyeongsang est vraiment bizarre. Même leur chef est comme ça, complètement déraisonnable. Eden, à côté, suggère peut-être qu'ils devraient d'abord battre leur chef d'équipe, mais Shanna dit non. S'ils font ça, ses coéquipiers ne laisseront pas passer et cela ne fera qu'empirer les choses. L'équipe adverse de Gyeongsang est depuis longtemps prête au combat, surtout cet homme aux cheveux rouges déjà battu. Le chef dit « Considérez cela comme un échange amical entre équipes, celui qui se rend en premier perd. » Avec cela, son expression devient soudain féroce. Mais le principe est pas de tuer. Cela nous laisse tous les trois complètement perplexes. Est-ce une blague? Tuer? Nous n'avons jamais eu de telle pensée dès le départ. En pensant cela, Eden enlève avec empressement son chapeau, tout en mettant des gants. Il dit, puisque c'est le cas, battons-nous. Il a vraiment voulu essayer de combattre des utilisateurs de capacités humaines. Je bloque rapidement Eden, lui demandant s'il est fou. Veut-il être comme ces types aussi? Mais la seconde suivante, les mots de Shanna me choquent énormément. Elle presse son pouce contre son menton, disant « Combattons », comme l'a dit Eden. Mais elle nous demande de gagner le plus de temps possible pendant les matchs. Eden et moi affichons tous deux des expressions perplexes, demandant « Pourquoi ?» Shanna dit avec impatience « Vous comprendrez en combattant qui commence ?» Eden détend son corps, déjà impatient, disant « Laisse-le commencer, il ne veut pas attendre. » De l'autre côté, le chef demande aussi à ses coéquipiers qui veut y aller. L'homme aux lunettes enlève ses lunettes à ce moment-là. Les veines gonflent légèrement dans son œil droit alors qu'il utilise son pouvoir. Son pouvoir est d'analyser les capacités des adversaires à travers ses yeux. En quelques instants, l'homme aux lunettes termine son analyse. Il dit « Eden de notre côté a la capacité du monstre briseur, causant des dégâts aux adversaires en brisant son propre corps. » L'homme aux cheveux roux dit « Laissez-le y aller alors. » Après tout, lui et Eden ont une rancune depuis avant ce match. Il ne peut pas attendre de le battre jusqu'à la pulpe. Avec cela, il serre fermement son poing chargé, puis son bras se transforme en plusieurs pointes de branches acérées, tirant violemment sur Eden. Mais Eden fait face à l'attaque entrante sans aucune inquiétude. Il claque simplement calmement des doigts. Les pointes de branches qu'il attaque se brisent toutes, puis il se passe la main dans les cheveux, provoquant « C'est tout ce qu'il a !» Mais l'homme aux cheveux rouges sourit à ce moment alors que son poing se resserre à nouveau. Les branches qui viennent d'être brisées commencent en fait à s'enrouler autour du corps entier d'Eden. Il s'avère que la capacité de l'homme aux cheveux rouges ne contrôle pas seulement les branches vivantes. Il peut aussi manipuler les branches cassées à volonté. En un rien de temps, Eden est enveloppé comme une momie. L'homme aux cheveux rouges se moque de lui, disant « S'il ne peut même pas bouger ses doigts, comment peut-il utiliser son pouvoir? Va-t-il se rendre comme un lâche ?» Mais Eden le traite de déchet, disant « Bien sûr, il lui reste encore un endroit qu'il peut briser. » Dès que les mots quittent en sa bouche, le son d'une molaire qui se fissure résonne dans l'air. Instantanément, toutes les branches liant le corps d'Eden explosent. Eden saisit l'instant pendant que son adversaire esquive, le saisissant à la gorge. Avec un visage impassible, il dit qu'il va commencer par briser sa 5e vertèbre. Alors qu'il se casse le doigt, la 5e vertèbre de l'adversaire se brise instantanément. Tout le bas du corps de l'homme aux cheveux rouges perd le contrôle, sur le point de s'effondrer, mais Eden le soulève de force par le cou en disant « Ne t'évanouis pas tout de suite. Le spectacle vient de commencer. Maintenant, place à l'événement principal. Ton coup est-il prêt ?» Mais alors qu'Eden s'apprête à casser un autre doigt et activer son pouvoir, Kong Shanna l'arrête avec sa main. « Arrête !» Pas maintenant, tu veux tuer quelqu'un ici? Elle annonce au chef d'équipe de Gyeongsang qu'ils ont gagné le premier match. Ce n'est qu'alors qu'Eden relâche l'homme aux cheveux roux tremblant. La douleur intense laisse l'homme aux cheveux roux ramper sur le sol, vomissant sans arrêt. Après avoir vomi, il regarde son chef d'équipe et sursaute. L'oncle fixe froidement l'homme aux cheveux roux au sol, se caresse le menton pensivement et dit « Très bien, continuons. » Kang Shanna attache ses cheveux en disant Eden tapote son bras, disant qu'il a déjà fait de son mieux pour gagner du temps. Maintenant prête pour le combat, Kang Shanna fait signe avec son doigt en demandant qui est le prochain. L'homme à lunettes utilise sa capacité d'analyse, disant que Kang Shanna peut forger du fer à partir du sang. C'est une utilisatrice de pouvoir métallique, la seule qui peut la combattre est la femme clown. Son pouvoir est parfaitement adapté. Avec cela, la femme clown glisse sa main à l'intérieur de ses vêtements, puis 2 côtes sont arrachées vivantes de son corps. C'est une utilisatrice de l'aptitude des lames d'os de Rakshasa, elle peut utiliser tous les os de son corps comme arme. Kang Shanna lui rappelle de ne pas utiliser de lame. C'est assez dangereux, mais la femme clown l'ignore, transformant
transformant la colonne vertébrale de son dos en lames acérées. Tout son corps ressemble à une araignée utilisant des lames d'os comme support. Après avoir dit que c'est bon, elle se précipite en un seul bond. Voyant cela, Kang Chana mord immédiatement son poignet. Juste avant que l'attaque ne l'atteigne, elle forge une lame de sang et bloque le coup à temps. La collision entre les lames produit un son perçant, mais la femme clown a une autre lame d'os cachée derrière elle. Pendant l'impasse, elle poignarde directement la taille de Kang Chana. Ressentant la douleur, Kang Chana sait que cela ne peut pas continuer, alors elle frappe de toutes ses forces en voyant son adversaire voler en arrière, puis elle se rapproche agressivement tandis que la femme clown est en l'air et incapable d'esquiver. Kang Chana se faufile à travers les attaques de lame d'os. À courte portée, elle saisit l'opportunité et tranche toute la poitrine de l'adversaire. Ce coup met la femme clown complètement hors de combat, elle peut à peine se tenir debout, même avec 2 membres de l'équipe la soutenant. Ensuite, Kang Chana demande maladroitement si elle va bien, s'excusant de ne pas avoir bien contrôlé sa force. Cela nous fait, Eden et moi, la féliciter à plusieurs reprises. Elle a terminé le combat en seulement 10 secondes. Eden plaisante même en disant qu'elle est bien trop douée pour gagner du temps. Kang Chana rougit et explique que c'est parce qu'elle n'a jamais combattu d'humain auparavant. C'était une habitude formée en tuant des monstres. L'homme qui vient d'assister à 2 défaites se met à transpirer froidement. L'équipe de l'île de Gangwa n'était-elle pas censée être pleine de faibles? Que se passe-t-il ici? Mais leur chef d'équipe applaudit comme si cela ne le concernait pas, en disant « Très bien, maintenant, il ne reste plus que son match contre moi ». Kang Chana dit que c'est déjà 2-0. Il n'est pas nécessaire de continuer. L'oncle incline la tête en disant « ça ne va pas ». Il a supporté de regarder 2 matchs ennuyeux juste pour voir mes capacités. Puis il lève 3 doigts en disant « puisque c'est l'événement principal, pourquoi ne pas le rendre valable 3 points ?» Kang Chana est sur le point de refuser, mais j'avance à ce moment en disant « comme vous voulez » et je pointe l'oncle louche en criant que la condition est « je me bats contre vous ». Cela les choque tous les 3 instantanément, mais l'oncle sourit largement. Saisissant cette opportunité, l'homme à lunettes active à nouveau son pouvoir, essayant d'observer secrètement et de découvrir quelle est mon aptitude. Mais au moment où il aperçoit le monstre dans ses yeux, il commence à se tenir les paupières de peur. Puis, tout son œil droit explose. Son visage se remplit de terreur, la sueur coulant involontairement de son front. Cet homme est-il même humain? Qu'est-ce qu'il est? Mais l'oncle fait un geste désinvolte avec son doigt, en disant qu'il peut envoyer le gars le plus fort de leur équipe pour me combattre. Et cette personne n'est autre que Kim Woo-ju, qui était ivre plus tôt. Le Kim Woo-ju, nouvellement dégrisé, est traîné de force par un membre de l'équipe. Il est confus quant à la raison pour laquelle les membres de leur équipe sont ici et demande avec terreur où sont allés ses parents. L'oncle louche se penche près de son oreille en disant que ses parents ont déjà quitté le travail. Il n'a pas besoin de s'inquiéter. Puis il pousse Kim Woo-ju en avant en disant « Laissez-moi affronter le membre le plus fort de leur équipe, Kim Woo-ju ». Nam Hyo-seok se lève en essayant de faire arrêter son ancien chef d'équipe, mais réveiller la conscience d'un chef tyrannique est clairement impossible. L'oncle le regarde froidement, le faisant taire. Leur affaire n'est pas encore réglée. Après ce combat, il s'occupera correctement des affaires entre lui et Nam Hyo-seok. Puis, avec une voix pleine de menaces, il dit à Kim Woo-ju de bien se comporter, peut-être qu'alors il approuvera sa demande de transfert. Sous la pression de l'oncle, Kim Woo-ju avance à contre-cœur, mais au moment où il s'approche, mes yeux montrent de la surprise car à cet instant, ma capacité de monstre linguistique s'active d'elle-même sans que je m'en rende compte. Ma bouche libère spontanément des mots qui frappent directement le cœur de Kim Woo-ju, attaquant tout, de son apparence et sa physionomie, à son histoire de vie et chaque aspect de son être. En même temps, des images des souvenirs de Kim Woo-ju surgissent dans mon esprit, et sa plus profonde obsession est le souvenir de Nam Hyo-seok étant harcelé. Réalisant que je suis sur le point de commencer à dire des bêtises, et que la lame dans ma bouche est sur le point d'émerger, je mets rapidement ma main sur ma bouche pour essayer d'empêcher tout cela de se produire, mais la lame de langue transperce ma paume de manière incontrôlable. En même temps, ma bouche lance une attaque verbale, en disant que lorsque Nam Hyo-seok était harcelé à sa place, était-il heureux? En tant que spectateur, se sentait-il reconnaissant que ce ne soit pas lui? En entendant cela, le cœur de Kim Woo-ju tremble, ces mots tranchants frappent au plus profond de son âme, remplissant les conditions pour une blessure au cœur. Sentant que quelque chose ne va pas, j'essaie frénétiquement d'empêcher la lame de langue d'émerger, mais j'échoue. La lame de langue jaillit de manière incontrôlable, transperçant sa poitrine. Je me penche rapidement pour vérifier s'il va bien, disant que je ne peux pas contrôler mon pouvoir, mais les yeux fermés de Kim Woo-ju continuent de couler de larmes alors qu'il dit « Je suis désolé ». Puis, à ma grande surprise, il active son propre pouvoir. Une flaque de pu mortellement toxique jaillit de son corps. C'est son pouvoir de poison mortel. À une si courte distance, je n'ai pas le temps d'esquiver. Mon corps entier est trempé et corrodé par le liquide toxique sur une grande surface. Eden et Kang Chana voient que quelque chose ne va pas et veulent immédiatement se précipiter. Mais l'oncle louche les bloque, leur rappelant de ne pas intervenir. Le match n'est pas encore terminé. Avec cela, l'oncle se caresse le menton et marche lentement vers moi. Il demande si je veux abandonner maintenant. Le poison va corroder tous mes organes. Je lève mon visage à moitié corrodé, la chair exposée en disant « Quelle blague, je n'ai jamais dit que j'abandonnerais ». L'oncle dit « Alors ne perds pas de temps, montre-moi ton talent à cœur joie ». Et en pointant Kim Woo-ju qui rampe sur le sol, il dit que si je veux gagner, je dois l'attaquer. Seulement alors ce jeu se terminera. Je me redresse en disant que je me fiche des règles. Puis je me lève soudainement, serrant le poing et rugissant « Quelle foutue règle! Tant que je te bats, le jeu se termine de la même manière ». Mais alors que je m'approche, l'oncle reste complètement calme, en disant que puisque ce jeu a commencé, il doit suivre ses règles. Avec cela, il tire soudainement sur sa cravate, activant son pouvoir de monstre. Instantanément, je sens une force marteler continuellement mon corps, me forçant à m'écraser au sol avec un bruit sourd. En même temps, tous les utilisateurs de pouvoir dans toute la pièce sont écrasés, ne pouvant que s'allonger à plat sur le sol. Eden lutte pour se maintenir debout en demandant ce qui se passe. Quelle est cette force qui pèse sur son corps? Nam Hyo-seok est allongé sur le sol à proximité, respirant faiblement. Il dit à Eden et aux autres que c'est l'aptitude du chef d'équipe de Gyeongsang. Tout le monde doit juste s'allonger et respirer doucement.
Et cet oncle sournois est un utilisateur de capacité de monstre de gravité de niveau 9. Il regarde tout le monde à genoux par terre et ne peut s'empêcher de louer la scène. Cette image le rend inexplicablement à l'aise, puis il s'avance à nouveau devant moi. En voyant mon visage se rétablir progressivement, il ne peut s'empêcher d'être curieux, demandant de quoi est fait mon corps. Ma vitesse de récupération peut en fait suivre le pouvoir corrosif de l'acide. Il décide d'essayer ce qui se passe s'il ajoute de la gravité spécifiquement sur moi. Avec cela, il serre encore plus sa cravate autour de son cou. Mon dos et mes os émettent un craquement. Une bouchée de sang frais mélangé à du sable jaune jaillit de ma bouche. L'oncle trouve cela intéressant, frottant le sable jaune fraîchement éjecté avec sa main. Il dit « Plus la douleur est grande, plus le sable jaune est épais. On dirait que le monstre qui m'a donné cette capacité est très spécial. » À ce moment, des larmes coulent dans mes yeux à cause de la douleur, mais en l'entendant dire spécial, mon expression se fige légèrement. En y réfléchissant, le monstre dans ma mémoire était en effet spécial. Cette chose, bien qu'un monstre, avait des yeux que les monstres ne devraient pas posséder. Mais en ce moment, je sais que ce n'est pas le moment d'y penser. Je dois faire quelque chose maintenant. Pour arrêter ce type, je dois utiliser la capacité du monstre de langage. Mais quand j'active la capacité, quelque chose de surprenant se produit. Le monstre de langage ne parle pas et ne lance pas d'attaque verbale. Sa bouche reste fermée comme s'il ne pouvait pas trouver la faiblesse de l'adversaire. Cela me fait un coup au cœur. Se pourrait-il que ce type soit complètement immunisé aux blessures du cœur? Juste au moment où je pense qu'un tel psychopathe est en fait un utilisateur de capacité, l'oncle sort un couteau court de sa poche. Puis, en me pointant du doigt, il dit qu'il déteste ne pas savoir les choses qu'il me laisse disséquer ma structure et voir d'où vient le sable jaune. Il presse le couteau contre mon cou, demandant s'il doit d'abord ouvrir mes poumons ou trancher ma gorge. Mais soudain, le couteau contre mon cou se casse en deux. C'est Eden qui active son pouvoir de rupture à ce moment-là, en criant « C'est le moment !» En même temps, Kang Shana mord son poignet, activant son pouvoir. Au moment où la lame forgée de sang est complète, elle se précipite vers le vieil oncle lubrique d'un bond, malgré son corps tremblant. Mais juste au moment où Kang Shana s'approche, le vieil oncle lubrique le remarque instantanément et resserre sa cravate autour de son cou. La gravité qui agit sur nous dans cet espace augmente de 20 fois. Cette attaque surprise se termine par un échec total. L'oncle, la tête rouge de colère, s'approche de Kang Shana en disant « Plus la gravité est forte, moins nos cerveaux reçoivent d'oxygène, jusqu'à ce que nous perdions complètement connaissance. » Je crie le nom de Kang Shana avec inquiétude, pensant que l'oncle va lui faire quelque chose. Mais contre toute attente, il se contente de prendre la lame de sang de la main de Kang Shana. Puis il se lève, me regardant avec arrogance, en disant « Maintenant, plus personne n'est dans le chemin. Continuons ce jeu de dissection d'avant. » Et je suis écrasé par cette gravité si forte que je peux à peine respirer, pensant « Que faire maintenant ?» À ce moment-là, on frappe soudainement à la porte, l'oncle se tourne vers la porte, demandant qui c'est à cette heure tardive. Puis, en serrant fermement la lame forgée de sang, il crie que la boutique est fermée, mais la personne à l'extérieur ne part pas. Au lieu de cela, quelque chose comme un liquide noir commence soudainement à s'infiltrer par la fente de la porte. En un instant, il engloutit Kang Shana et les deux autres. Eden fixe cette substance noire, la sueur froide perlant sur son visage, pensant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il essaie de bouger ses bras, mais ne peut pas à cause de la gravité. Mais quand Kang Shana voit cette substance noire, elle se sent enfin soulagée, disant d'une voix tremblante « Enfin là, pourquoi ça a pris si longtemps ?» Il s'avère que lorsque Eden se battait seul contre deux utilisateurs de capacité, Kang Shana avait aidé Nam Osuk à se relever. Et en voyant la scène dans le restaurant de nouilles, elle savait que les choses tourneraient mal si cela continuait, alors elle a utilisé le corps de Nam Osuk comme couverture et a envoyé un message de détresse au chef d'équipe Kao Deokman. À ce moment-là, Kao Deokman se tient devant la porte du magasin, activant son pouvoir à travers le sable jaune qui s'infiltre par la fissure. Un liquide noir s'écoule continuellement de ses orbites. Son pouvoir appartient à un utilisateur de niveau 10, le pouvoir du monstre des ténèbres. En retirant ses globes oculaires, le pouvoir des ténèbres s'écoule par ses orbites. À ce moment, alors que je suis sur le point d'être submergé par le liquide noir, mon visage se remplit de terreur, me demandant ce qu'est cette noirceur apparue soudainement, et le vieil oncle louche est aussi piégé par cette substance sombre et visqueuse. En un clin d'œil, elle engloutit tout l'espace à l'intérieur de la boutique, mais l'oncle reste aussi calme que jamais. Il reconnaît immédiatement que quelqu'un a utilisé le pouvoir des ténèbres, mais ne peut que maudire silencieusement, car toute personne enveloppée par ce pouvoir perd ses 6 sens, que ce soit le son ou l'odeur, ils ne peuvent rien ressentir, comme si leur être entier n'existait pas. Et je vis cela de première main dans cette obscurité. Ce sentiment de non-existence me rend incroyablement angoissé à l'intérieur. Je continue à tâtonner mon visage avec mes mains, essayant de libérer mon esprit de cette crise, mais tout ce qui est solide semble être du néant à cause de la perte de tous les 6 sens. Ce sentiment, pire que la mort elle-même, fait augmenter la concentration du sable jaune dans ma bouche d'un autre niveau. En revanche, l'oncle semble très calme. Après tout, c'est un homme dont même le monstre du langage n'a pas pu trouver la faiblesse. Au même moment, une paire de grandes mains apparaît derrière lui, la seconde suivante, Kao Deokman l'attrape par la gorge et saisit sa lame. Mais l'oncle ne ressent rien de tout cela. Il ne peut même pas sentir sa propre respiration. Seulement à cet instant, sa conscience cesse de penser, puis il s'évanouit. Après que le chef d'équipe Kao Deokman ait fini de s'occuper de l'oncle, son regard se tourne vers moi. À ce moment-là, je tremble de peur. Mon cœur espère désespérément que quelqu'un viendra me sauver, au point où je continue inconsciemment à me mordre la main avec force. Kao Deokman arrive derrière moi et dit « Ça suffit », puis il me saisit violemment le cou jusqu'à ce que je perde complètement connaissance. Plus de sable jaune ne sort de ma bouche. Après avoir tout résolu, Kao Deokman tend la main vers la poche de sa chemise. Il en sort 2 globes oculaires, puis il les remet dans ses orbites. Alors que les yeux retournent à leur place, le pouvoir des ténèbres environnantes commence à se retirer progressivement. En quelques instants, tout le pouvoir des ténèbres est complètement récupéré. Cela signifie également que cette farce est enfin terminée. Kao Deokman me regarde inconscient sur le sol, se sentant soulagé intérieurement. Le sable jaune s'est enfin dissipé. Kang Shana se lève en titubant et lui dit « Tu es enfin venu !» Kao Deokman, en appliquant des gouttes pour les yeux,
yeux, demande à Kang Chana et Eden pourquoi ils ne lui ont pas signalé que je pouvais cracher du sable jaune. Il les regarde avec férocité, demandant si tous les deux ne veulent pas plus travailler. En entendant cela, Kang Chana baisse la tête et admet son erreur. Puis elle demande à Ko Deokman de discuter avec le chef d'équipe de Gyeongsang pour résoudre cette affaire. Mais le chef d'équipe Ko Deokman lui dit que les choses ont dégénéré à ce point. Il n'y a pas de moyen facile de mettre fin à cela maintenant. Après cela, je suis ramené au quartier général et gardé en détention. Je suis sous surveillance stricte 24 heures sur 24 sans interruption. Je baisse la tête, abattu, incertain de ce que sera mon sort. Pendant ce temps, dans la salle de conférence, ils discutent de la manière de gérer mon cas. Ryu Eunjin propose que je sois désormais géré par leur département principal, mais cette décision est sérieusement refusée par Ko Deokman. En entendant cela, Ryu Eunjin se lève immédiatement, disant avec colère que je crache du sable jaune comme un monstre, interrogeant Ko Deokman. Sachant à quel point je suis dangereux, insiste-t-il toujours là-dessus, regardez le conflit avec l'équipe de Gyeongsang cette fois-ci. Que se passera-t-il à l'avenir s'il utilise son pouvoir devant des citoyens ordinaires? Mais Ko Deokman reste complètement calme après avoir entendu cela, disant que cet incident était un accident provoqué par l'équipe de Gyeongsang. Il croit en mon caractère, de telles choses ne se reproduiront pas. Avec cela, il dirige sa critique vers le directeur Jang Il-do, disant qu'il devrait savoir que le chef de l'équipe de Gyeongsang choisit spécifiquement des personnes de caractère vil comme membre de l'équipe, laissant un tel psychopathe servir de chef d'équipe. N'est-ce pas la responsabilité du directeur? Après avoir entendu cela, Jang Il-do se contente de soutenir son menton, l'air complètement indifférent. Au lieu de cela, Ryu Eung-yeon le réprimande, disant « Comment Ko Deokmin peut-il parler au directeur ainsi devant le personnel ?» Jang Il-do agite la main, disant que ce n'est pas grave, il croit que le caractère des fonctionnaires spéciaux n'est pas très important, que le chef de l'équipe Gwangsan soit un psychopathe n'a pas d'importance, tant qu'il est un talent indispensable dans les combats contre les monstres. En entendant cela, l'expression de Kang Chana se fige instantanément. Elle est sur le point de dire quelque chose pour réfuter, mais Jang Il-do continue, disant qu'ils ne sont pas comme Ko Deokmin, qui déteste le combat, se cachant sur l'île de Gangwa comme un lâche. Après avoir entendu cela, Ko Deokmin ne reprend pas le sujet que le directeur lui a lancé. Au lieu de cela, en utilisant la logique de ses mots, il dit « Je suis aussi indispensable dans les batailles contre les monstres, et mon caractère n'a aucun problème. » Avec cela, il jette un coup d'œil à Hidan et Kang Chana en disant « De plus, ces deux-là peuvent mieux me contrôler, leur lien est plus fort que l'or. » Cet appel soudain les fait sursauter tous les deux. Jang Il-do demande alors « S'il cause des problèmes, pouvez-vous en prendre la responsabilité ?» Ko Deokmin se lève, disant « Pas de problème. Il prendra la responsabilité. S'il n'y a rien d'autre, ils partiront. » Mais alors que les trois se préparent à partir et atteignent la porte, Jang Il-do appelle pour arrêter Hidan, disant qu'il y a des choses à discuter. Bien que Hidan soit très réticent, il ne peut que choisir d'accepter. Après cela, grâce à la protection du chef d'équipe Ko Deokmin, je suis également libéré. Je me précipite en avant, demandant ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin d'être tenu responsable. Et chef d'équipe, c'est quoi cette cravate voyante? Ko Deokmin tire sur sa cravate après avoir entendu cela, disant « La punition est que vous trois avez 3 mois de salaire déduit. » Au moment où j'entends cela, je suis complètement pétrifié à l'intérieur. Le choc n'est pas moins grand que de regarder la cravate du chef d'équipe. Ensuite, le chef d'équipe continue en disant « Je devrais être reconnaissant. La seule raison pour laquelle je m'en suis sorti indemne, c'est parce que l'équipe de l'île de Gangwa était prête à prendre la responsabilité, mais si je cause à nouveau des problèmes, ils ne pourront pas me protéger. » Avec cela, il pense en lui-même, le directeur Jang Il-do est bien plus terrifiant qu'imaginé. Peut-être qu'à l'avenir, il deviendra notre ennemi. Pendant ce temps, dans la salle de conférence, le directeur demande à Hidan si ce gamin perd à nouveau le contrôle et devient fou, peut-il prendre la responsabilité de l'éliminer? Hidan est choqué après avoir entendu cela. Puis il tourne la tête, feignant le calme, en disant « Vraiment? Quel genre de discours est-ce » Puis il se lève, disant qu'il refuse, et ajoute qu'après s'être rencontré après 20 ans, si c'est tout ce qu'il a à dire, il partira en premier. Mais le directeur Jang le regarde, son expression devenant sérieuse, lui ordonnant de s'asseoir en disant « Ce n'est pas une demande d'un père, mais un ordre du directeur. Il ne peut plus être considéré comme un utilisateur de capacité ordinaire. Quelqu'un qui peut cracher du sable jaune par lui-même n'est pas différent d'un monstre. Après avoir été protégé par l'équipe de l'île de Gangwa et libéré, je suis également arrangé pour vivre avec eux dans une zone résidentielle. Mais dès que j'entre dans l'endroit, je suis complètement dégoûté par la scène devant moi. Les vêtements éparpillés partout et la cuisine sale qui n'a clairement pas été nettoyée depuis des lustres. Où est le moindre sens d'un environnement de vie? Même lorsque je révisais pour les examens à l'époque, ce n'était pas aussi mauvais. À ce moment-là, Ko Deokmin sort, torse nu et échevelé. Il se gratte l'épaule en disant « À partir de maintenant, je vais vivre ici avec lui. » En le regardant, je ressens une vague d'effroi à l'intérieur, demandant « Est-ce que ça doit être comme ça ?» Ko Deokmin baille nonchalamment puis dit « S'ils veulent m'empêcher de causer des problèmes, c'est la seule solution. » Puis il met une main sur mon épaule, m'instruisant qu'à partir de maintenant, nous ferons le trajet ensemble. Mais après le travail, je dois aussi rester avec lui 24 heures, pas de séparation. En regardant sa main sur mon épaule, je me plains intérieurement que ce monde est vraiment devenu fou. Quand j'arrive au travail le lendemain, je sens immédiatement le superviseur Yoon-jeon rayonner de fureur, me lançant un regard noir. Incapable de le supporter, je demande prudemment si elle a quelque chose à me dire. Yoon-jeon utilise 2 doigts pour pointer ses propres yeux, puis me pointe, disant que si j'ose cracher du sable jaune dans le bureau, je suis mort, Nam Yoon-suk à proximité, désireux de semer le trouble, dit à Yoon-jeon d'arrêter. Et si je me mets en colère et commence à cracher du sable jaune? En entendant ces mots, je fais immédiatement pivoter ma chaise, complètement choqué, pensant « Je suis comme ça à cause de toi. » Incapable de dire les mots, je ne peux que soupirer désespérément. Mais précisément à cause de cette action subtile, Kim Ye-bok, qui passe derrière
derrière moi le remarque. Il demande soudainement si je viens de soupirer, et je suis surpris par son apparition soudaine derrière moi en m'entendant soupirer. Le chef d'équipe Code Hawkmin se précipite immédiatement, attrapant anxieusement ma bouche avec une main, puis il tâtonne, vérifiant l'intérieur de ma bouche, demandant si le stress est trop grand. Je ne vais pas cracher du sable jaune en soupirant, n'est-ce pas? Je réponds rapidement que ça ne devrait pas en arriver là. Ensuite, je me dirige vers la salle de bain avec un visage en colère, pensant en chemin, ces gens me traitent vraiment comme un monstre. Est-ce que je ne pourrais même plus respirer ici? Juste au moment où j'atteins la porte de la salle de bain, je tombe sur Yidan. Il me regarde, se rappelant ce que le directeur, son père, lui a dit. Je ne peux plus être considéré comme un utilisateur de capacité ordinaire, quelqu'un qui peut cracher du sable jaune par lui-même n'est pas différent d'un monstre. Peut-être qu'à l'avenir, je deviendrai l'ennemi de tous les utilisateurs de capacité. Voyant Yidan me fixer aussi intensément, je suis très en colère. Je crie, demandant ce qu'il regarde. Veut-il aussi me sermonner de ne pas causer de problème? Mais Yidan répond avec une expression froide. Pourquoi dirais-je ces choses? Quoi que tu deviennes, cela n'a rien à voir avec moi. En regardant son comportement anormal, je suis très confus. Ce type n'a-t-il pas l'habitude de me regarder comme s'il voulait me dévorer? Pourquoi est-il comme ça aujourd'hui? À ce moment-là, une voix derrière moi demande « Ça va ?» Je me retourne en colère, pensant « Ces gens ne savent-ils pas quand s'arrêter ?» Mais quand je me retourne, je découvre que c'est Kang Chana et Kim Woo-ju qui viennent de transférer ici. Kang Chana explique qu'aujourd'hui est sa première fois dans l'équipe de l'île de Ganghwa, il peut poser toutes les questions. Kim Woo-ju s'incline et la remercie rapidement. Puis Kang Chana se penche vers moi disant « Laisse-la vérifier mes yeux ». Je baisse la tête, le visage rouge, en disant « Veut-elle voir la couleur de mes yeux ?» Je n'ai pas craché de sable jaune, donc elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Kang Chana me dit doucement de ne pas être blessé par les actions des membres de l'équipe. Tout le monde a juste peur que si d'autres problèmes surviennent, l'équipe de l'île de Ganghwa ne pourra pas me protéger. Après avoir entendu ces mots, je ressens enfin un peu de paix intérieure, mais quand c'est vraiment trop ennuyeux. Je regarde les documents qui sortent de l'imprimante et je tombe dans mes pensées. Donc, ce que le chef d'équipe Code Hawkmin voulait dire par prendre ses responsabilités, c'est qu'il ne me laissera absolument pas aller sur le terrain. Mais à ce moment-là, le bruit de la porte qui s'ouvre interrompt mes pensées. Wang Yil et Jong-in, les deux frères, entrent de manière agressive. Voyant qui est arrivé, je demande qui ils sont. Puis je vois Jong-in s'avancer brusquement, poing levé, me chargeant avec férocité. Avant que je puisse réagir, son poing frappe déjà mon visage. La force violente me projette instantanément. Jong-in me relève du sol, hébété, me disant de cracher rapidement du sable jaune pour qu'il puisse voir, regardant l'étranger qui m'a soudainement attaqué, bien que je sois très en colère à l'intérieur, mais en me souvenant de ce que Kang Chana m'a dit auparavant, ma colère disparaît complètement. Je me dis que je ne peux absolument pas causer de problème à nouveau, mais Jong-in attrape mon col, levant son poing haut à nouveau, demandant ce que je fais, transforme-toi vite ou il va me fracasser le visage. Mais la seconde suivante, il est repoussé d'un coup de pied. Celui qui a frappé est son frère, Wang Yil me relève par la main et s'excuse, disant que son frère est plutôt ignorant et se présente comme Wang Yil et Jong-in du quartier général. J'essuie mon saignement de nez, demandant s'ils ont été envoyés par le siège pour me tester. Wang Yil répond « C'est exact, mais son frère est venu avec empressement me rencontrer parce qu'il est mon fan. » En regardant ces deux frères, je pense qu'ils sont vraiment comme des jumeaux monstres. Ensuite, Jong-in tend la main avec joie en disant « J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Pendant un instant, mon visage devient rouge. Levant les deux mains avec une expression innocente, Jong-in s'avance, tâtant mon corps, disant que je peux réellement cracher du sable jaune. Je semble encore plus incroyable que le directeur Jung Il-do. Je demande avec incertitude s'il parle de moi. Après avoir entendu cela, Jong-in me fait un signe de pouce très affirmatif, disant qu'il pense que je suis le plus incroyable de tous les utilisateurs de capacité. Il m'admire vraiment. Entendre des éloges tant attendus de quelqu'un d'autre, je suis stupéfait. Même après le travail, je ne me suis pas remis. Suis-je vraiment aussi incroyable que Jong-in l'a dit? À ce moment-là, je vois Kim Woo-ju devant, l'air déconcerté. Je m'approche et demande ce qui s'est passé, pourquoi il n'est pas encore rentré chez lui. Après m'avoir vu, Kim Woo-ju est d'abord surpris, puis dit qu'il s'est passé quelque chose. Il espère que je peux venir dans sa zone assignée pour l'aider. Il s'avère que le détecteur, un dispositif de communication d'urgence dans sa zone, ne fonctionne pas, mais après les avoir manipulés, il n'y a toujours pas de réponse. Derrière moi, Kim Woo-ju balbutie des excuses, disant qu'il l'a peut-être accidentellement cassé pendant la journée. Il ne veut pas être mal vu ici aussi, alors il n'a rien dit. Après avoir entendu cela, je lui dis avec un sourire qu'au sein de l'équipe de l'île de Ganghwa, même s'il fait quelque chose de mal, il ne sera pas critiqué, tout le monde est très gentil. Mais soudain, en pensant à quelque chose, mon expression devient sérieuse, pensant qu'en me basant sur ma propre expérience, je ne peux en fait pas dire cela. Kim Woo-ju dit merci après avoir entendu cela, ajoutant qu'il n'a pas eu l'occasion de me remercier pour la dernière fois. Je me gratte la tête maladroitement en disant que ce n'est rien, mais il continue, demandant si je peux librement cracher du sable jaune comme ça devant lui. Au début, je ne réagis pas, demandant « Quel sable jaune ?» Quand je comprends, mon expression montre le choc. Kim Woo-ju dit qu'il pensait que c'était du sable jaune que j'avais craché. Alors, qu'en est-il du sable jaune qui se répand autour de nous? Réalisant que quelque chose ne va pas, je me tourne rapidement pour vérifier la situation environnante. Bien sûr, d'un côté du bosquet, je découvre un petit monstre, et sur sa poitrine se trouvent 9 perles cramoisies. Kim Woo-ju se cache derrière moi, commençant à se blâmer à nouveau, disant que c'est à cause de lui que nous ne pouvons pas envoyer d'alarme maintenant. Je le réconforte en disant que ce n'est pas grave. En regardant la concentration de sable jaune, c'est probablement juste un monstre de niveau 1, l'éliminer ne devrait pas poser de problème. En même temps, je pense en moi-même, on m'a juste félicité pendant la journée. Alors je pousse fort avec mes pieds, ouvrant grand la bouche et me jetant sur ce monstre. Puis avant qu'il ne puisse réagir, je mords son cou. Ensuite, je tire mon corps en arrière.
Instantanément, le sang jaillit partout. Bien que ce ne soit qu'un monstre de niveau 1, si je veux l'éliminer d'un coup, c'est la seule façon. Après avoir vu cette scène, Kimuju applaudit et loue: c'est incroyable, l'éliminer en un seul coup. En regardant le cadavre du monstre au sol, je ne peux pas me réjouir car à ce moment-là, le sable jaune n'a pas disparu. La concentration a en fait augmenté d'un niveau. Le cadavre du monstre commence également à se fissurer. Et ce qui se passe ensuite emplit mon visage de terreur. Du cadavre du monstre de niveau 1, un autre monstre émerge et l'une des perles cramoisies sur sa poitrine a éclaté. Ce monstre n'est pas mort du tout. Au lieu de cela, il a évolué en un monstre de niveau 2.